Est-ce que la régie est avec moi? Quand je veux, donc j'y vais. Bonjour à tous, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle édition des 5 à 7 de l'éco-construction des professionnels du Rhône. Le sujet de ce soir porte sur un dispositif issu d'une réglementation qui s'appelle le décret tertiaire. Le décret tertiaire sur un air d'opérate. J'espère que vous avez tous noté le petit jeu de mots. Quelle partition pour atteindre les fameux seuils 2030, 2040, 2050? Donc c'est ce qui va nous occuper ce soir. Je rappelle, avec une première diapo, juste que ces 5 à 7 sont organisés par 7 partenaires qui sont presque tous représentés ce soir. Vous les reconnaîtrez puisqu'ils sont en photo sous leur logo. Je rappelle la DDT, la LEC, la LTE, BTP Rhône, la CAPEB, FIBOIS et la QC. Ce qui nous permet d'aborder des sujets plus ou moins rassembleurs puisqu'on diffuse cette information très largement avec nos 7 réseaux d'acteurs. Ce soir, on a la chance d'être accueilli par l'entreprise Lofoten. Pardon, j'ai une première diapo. Oui, je voulais vous rappeler le sommaire de la soirée. On aura une première partie avec les services de l'État que je remercie d'ores et déjà pour nous rappeler ce que c'est que le décret tertiaire, quelle est sa dynamique et sa trajectoire actuelle et potentielle, et puis le réseau des relais EET et le guide pas à pas des déclarations opérates. Donc 3 personnes qui sont déjà là. Une table ronde qui suivra en deuxième temps des réseaux, des regards croisés sur le décret tertiaire, d'acteurs qui œuvrent dans le cadre du décret tertiaire sur le terrain et une conclusion par Jean Lassus sur les dispositifs d'accompagnement des TPE-PME. Ça, c'est le sommaire du soir. Et on voulait quand même laisser à notre hôte de ce soir le plaisir de nous accueillir chez lui. Encore merci, Julien, pour ton accueil. Merci. Donc, ça marche pas? Si. Donc, bienvenue à tous dans les locaux de Lofoten. Donc, c'est des locaux qui sont assez récents, hein. Je vais faire une petite présentation brève, puisqu'on a emménagé ici en 2022. On a gardé les anciens locaux qui étaient à Turin. Donc maintenant, on est déployé sur 2 sites. Lofoten, c'est une centaine de personnes, environ 13 millions de chiffres d'affaires. Et en termes d'activité, on a une partie charpente, couverture, construction bois sur le site de Brinda, une partie menuiserie, agencement. Donc il y a la partie menuiserie qui est sur Brinda et l'agencement qui est séparé en deux. On fait de l'agencement de magasins, des sièges sociaux, d'entreprises, des chambres d'étudiants, essentiellement du professionnel. Sur la partie menuiserie, on fait un petit peu de particulier, ainsi que sur la partie charpente. Après, on répond aussi à des appels d'offres. Donc on a fait plusieurs bâtiments publics, on fait des gymnases, des écoles, des salles des fêtes, etc. Et sur la partie construction, on travaille un petit peu pour le particulier ou aussi pour des archis, sur du sarking, donc isolation des toitures par l'extérieur, et puis un peu de surélévation, d'extension, de la maison beaucoup moins, voire même pas du tout cette année, puisqu'il est compliqué d'avoir des terrains constructibles. Voilà pour la présentation. Lofoten a été créé en 1995, je ne l'ai pas précisé. Donc ça fait un peu plus de 30 ans maintenant. Je pose ma première question, je ne peux pas m'en empêcher. Et vous êtes assujetti au décret tertiaire dans ces nouveaux et beaux locaux? Vous avez combien de mètres carrés de bureaux? C'est une question piège. Voilà, ça fait partie justement de tout ce qu'on va se... 400 mètres carrés. Ok. Donc c'est bon, vous n'êtes pas assujetti pour l'instant au décret tertiaire. Mais vous êtes là aussi pour justement anticiper ce qui peut arriver une fois que l'État aura décidé de baisser le seuil. Pardon. On poursuit justement avec les services de l'État qui vont nous faire un beau rappel et dresser un peu la dynamique sur le sujet. Et je passe tout de suite la parole à Claire Bossan, responsable de l'unité qualité du bâtiment à la DDT du Rhône. Bonjour, donc je m'appelle Claire Bossan, comme Frédéric vous l'a dit.
Je travaille à la DDT du Rhône, donc on est un service déconcentré de l'État. On travaille pour 3 ministères, l'agriculture, l'écologie et l'intérieur. Et on travaille sur beaucoup de politiques publiques différentes. Donc moi, je travaille dans le secteur du bâtiment. Je suis responsable d'unité qualité du bâtiment. Je remplace ce soir David Van Isegame, qui est votre référent décret tertiaire pour le département du Rhône et la métropole. Et donc je vais vous présenter rapidement la réglementation. Donc tout d'abord, voilà, un petit point sur le dispositif réglementaire et ensuite rapidement la plateforme Opérate. Voilà, donc réglementation, qui est concernée, les objectifs de la réglementation et puis quelques leviers d'action pour atteindre les objectifs. Cette première diapo, c'est pour vous dire que le secteur du bâtiment est un secteur très important, que ce soit en termes de consommation d'énergie et en termes d'émissions des gaz à effet de serre. Vous voyez, il représente 44% de la consommation énergétique totale en France. Et c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est très important. Mais ça, c'est le secteur du bâtiment de manière globale, c'est-à-dire résidentiel et tertiaire. Pour ce qui concerne les bâtiments tertiaires, donc là, ça correspond à un tiers de la consommation d'énergie des bâtiments, donc du secteur bâtiment. C'est quand même pas négligeable, c'est important. Et il faut avoir en tête que en France, on a 973 millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires. Donc c'est quand même énorme. On en a beaucoup parlé dans les COP, notamment les COP régionales et départementales. Peut-être que vous y avez participé. Et donc l'idée de cette diapo, c'est de dire que le secteur du bâtiment, et notamment le secteur du bâtiment tertiaire, c'est un levier important pour agir contre le dérèglement climatique. Donc on a une réglementation qui est issue de la loi Elan de 2018 pour lutter contre le dérèglement climatique. On a un décret de 2019, un arrêté de 2020, on a des articles du Code de la construction et de l'habitation. Vous avez la diapo, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, qui est concerné par la réglementation? Donc ça concerne tous les propriétaires et les locataires, on les appelle des assujettis, d'un bâtiment tertiaire, public ou privé, d'une surface égale ou supérieure à 1000 m² pour l'instant. Donc le cas simple, c'est un bâtiment d'une surface égale ou supérieure à 1000 m² qui est exclusivement alloué à un usage tertiaire. Ça, on est assujetti, c'est facile. Mais le cas également de toute partie d'un bâtiment, donc les parties d'un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires et dont le cumul des surfaces tertiaires est égal ou supérieur à 1000 m², on est aussi assujetti. Dernier cas, c'est quand on est sur une unité foncière avec un ensemble de bâtiments, une unité foncière ou un site. À partir du moment où les bâtiments qui hébergent des activités tertiaires sont sur une surface cumulée égale ou supérieure à 1000 m², on est également assujetti. Donc, quels sont les objectifs de cette réglementation? Donc, c'est bien de baisser la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Pour ça, on a deux solutions. Soit en valeur relative. Donc là, les assujettis doivent fixer une année de référence qui doit être comprise entre 2010 et 2022. Donc on a une année de référence, on a une consommation de référence. Et à partir de là, il faut faire moins 40% en 2030, donc demain, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Ça, c'est plutôt pour les bâtiments qui n'ont pas fait l'objet de gestes de rénovation et qui sont plutôt peu performants. On a une deuxième solution, qui est celle en valeur absolue. Donc là, c'est des valeurs qui ont été fixées par arrêté, par catégorie ou sous-catégorie d'activité. Et donc, il faut atteindre ces valeurs qui ont été fixées. Et là, on les a pour 2030. Ça, c'est plutôt fléché pour les bâtiments un peu plus performants qui ont eu des gestes de rénovation. Donc, concernant les valeurs absolues, elles ont deux composantes. D'une part, la consommation qui est liée au chauffage, ventilation, refroidissement. Et d'autre part, la consommation vraiment liée à l'activité propre. C'est pour ça qu'elles sont fixées par catégorie ou sous-catégorie. Voilà, ça c'est l'idée, tu peux passer. Cette diapo-là, c'était pour vous dire qu'il y a plusieurs leviers d'action pour atteindre ces objectifs.
On pense tous aux actes d'isolation de l'enveloppe, de changement des menuiseries, des travaux. Donc ça, c'est vrai, ça fonctionne bien, mais il y a aussi d'autres leviers. On peut installer des équipements plus performants, chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement. On peut aussi optimiser l'exploitation de ces équipements. Et enfin, on peut travailler sur la sensibilisation pour que les occupants aient un comportement un peu plus éco-responsable. Voilà pour ce qui concerne la réglementation. Et on a une petite partie Opérat, donc la plateforme. Opérat, ça veut dire Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire. En fait, c'est une plateforme numérique qui recueille le suivi des consommations énergétiques des assujettis. Donc, pour cette plateforme, il y a un côté obligatoire. À partir du moment où on est assujetti, on doit déclarer deux choses. On doit déclarer l'état de référence, c'est-à-dire les entités fonctionnelles, les consommations de référence. Et ensuite, chaque année, on a l'obligation de déclarer la consommation énergétique de l'année N-1. C'est-à-dire que là, en 2026, cette année, avant le 30 septembre 2026, les assujettis doivent déclarer la consommation énergétique pour l'année 2025. Et il va falloir aussi s'assurer du respect de l'atteinte des objectifs. Alors, la plateforme Opérat, ce n'est pas uniquement des obligations, c'est aussi beaucoup de ressources. Il y a vraiment un espace avec des documents pour vous aider à comprendre le dispositif éco-énergie tertiaire. Il y a toutes les fiches liées aux valeurs absolues dont on a parlé tout à l'heure. Et surtout, il y a un espace FAQ, donc questions-réponses, qui est essentiel. C'est vraiment une grande source d'information. Si vous vous posez des questions, il faut vraiment aller voir là en premier lieu, parce qu'il y a déjà beaucoup de réponses à beaucoup de questions. Après, si vraiment, en ayant regardé toute la FAQ, vous n'avez pas de réponse à votre question, vous pouvez tout à fait écrire à David Van Isegheim, qui est donc le référent éco-énergie tertiaire sur le département. Je vais laisser la parole du coup à l'Adréal pour continuer la présentation. Merci Claire. Donc on passe la parole à Antoine Nolly, qui représente l'Adréal, chargé de mission rénovation énergétique du parc tertiaire. Antoine, on te laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Antoine Nolly, en effet, je travaille à l'Adréal, qui est aussi un service déconcentré, donc nous du ministère de l'écologie. Et on est sous l'autorité de la préfète de région et puis on bosse avec les collègues des différentes DDT de la région, dont celle du Rhône. Et moi, je vais faire une présentation en lien avec celle de Claire pour vous présenter un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de déclaration, d'objectifs, voilà, voir un peu quelles sont les tendances. Oui, donc en sommaire, donc je vous montrais les outils qu'on a à disposition, donc nous à l'État, mais aussi qu'on peut fournir sous condition. Donc on verra par la suite. Un petit point sur une analyse plutôt statistique des déclarations, où on en est aujourd'hui. Et puis pour finir, voilà quelques ressources complémentaires avec celles qui avaient été présentées par Claire précédemment. Bon, j'ai essayé de filer la métaphore, mais je voulais pas être trop lourd, donc il n'y a que cette diapo. On a des outils du coup à disposition pour mettre en place et porter la réglementation sur éco-énergie tertiaire qu'a présenté Claire. Et c'est des outils qui ne sont pas exclusifs et réservés à l'État, en tout cas pour certains. Donc c'est ce qu'on voit qui est à gauche. Des outils qui peuvent être divulgués à différents publics. Notamment, donc, on a toute une base de données qu'on appelle des assujettis potentiels, donc, qui est réalisée du coup, par le ministère de l'écologie directement, une commande au CEREMA. C'est-à-dire qu'on a recensé dans une grosse base de données tous les propriétaires et occupants qui sont, d'après nos connaissances, assujettis au dispositif éco-énergie tertiaire. Donc pour faire ce travail-là, en fait, on a fait toute une étude sur les fichiers fonciers, donc toutes les déclarations sur les impôts, pour voir quels étaient les mètres carrés déclarés par les entreprises, notamment, pour savoir lesquels étaient, et aussi un croisement avec des fichiers Sirène, qui, elles, du coup, c'est plutôt des fichiers sur les statuts des entreprises, et notamment les activités qui sont exercées pour voir le statut tertiaire ou non de l'entreprise.
On a un deuxième outil à disposition qu'on peut communiquer sous condition, je le dirai après. C'est tous ceux qui sont, enfin on a tout un fichier aussi avec tous ceux qui sont a priori pas déclarés sur Opérate. Donc en croisant le premier fichier, la base de données du coup des assujettis et les données sur Opérate, les données de déclaration, nous on va voilà en regardant qui s'est pas déclaré, on va avoir tout un listing de tous ceux qui ne sont pas déclarés. Et notamment, il y a eu une première relance qui a été faite fin 2024, je crois, de mémoire, par les services de l'État pour toutes ces personnes-là qui ont dû recevoir un courrier pour leur dire, selon nos données, vous êtes assujettis, voilà, donc faites-le, voici les outils à disposition. Donc je disais que ces outils étaient communicables sous conditions, donc ils sont communicables, ce qu'on appelle, bon c'est un terme un peu administratif, aux ayants droit des fichiers fonciers non anonymisés. En gros, c'est souvent, on va dire, les collectivités, donc les communes, les communautés de communes, notamment, mais ça peut être aussi des chambres consulaires, par exemple. Enfin, voilà, il faut en fait en faire la demande au service de l'État. Donc, une fois qu'on est ayant droit des fichiers fonciers non anonymisés, après, on peut demander donc à la DDT, à David Van Nisegem, une fois qu'on a prouvé ça, d'avoir toutes ces bases de données, les deux qui sont communiquées là. On a aussi d'autres outils dont je voulais vous parler, mais que là, on ne peut pas communiquer pour plusieurs raisons, notamment pour la raison du secret des affaires, puisqu'il y a des données de taille d'entreprise, donc ça encore c'est communicable, mais surtout de consommation. Et la consommation énergétique pour faire telle ou telle activité, voilà, ça peut être un enjeu stratégique. Donc on n'a pas le droit de les communiquer, mais nous on y a accès. Donc les déclarations Opérate, bien sûr, on a accès donc à la plateforme pour voir qui s'est déclaré telle année, pas telle année, etc. Et aussi une cartographie du coup des différentes déclarations, voilà, pour que ce soit de notre côté en tout cas qu'on puisse le voir visuellement. Alors là, je voulais juste vous montrer rapidement ce qu'on pouvait faire du coup avec les différents outils qu'on avait, donc en anonymisant évidemment tout ça. Donc je vous ai fait deux petits extraits d'analyse, soit sur le territoire du coup du Rhône et de la métropole de Lyon en premier lieu, et aussi sur le territoire où on est aujourd'hui, donc sur la communauté de communes du coup des Monts du Lyonnais. Donc pour le département du Rhône et de la métropole de Lyon, donc là, ce qu'on voit sur les graphiques, sur les histogrammes, c'est les déclarations, les surfaces qui ont été déclarées chaque année. Donc soit l'année de référence, 2010-2019, l'année 2020, 2021, 22, 23 et 24. Ça, c'est une extraction du coup de la base, c'est issu de l'extraction de la base Opérate du 22 décembre 2025, donc de la toute fin d'année dernière. Et on voit du coup là-dessus que les déclarations, elles sont en gros entre 20 et 25 millions de mètres carrés sur tout le territoire du Rhône, ce qui fait quand même pas mal de déclarations, beaucoup de monde qui s'est déclaré. Je vous ai mis du coup à côté de ce graphique-là, nous, à l'État, ce qu'on connaît comme surface potentiellement assujettie. Donc a priori, on aurait 31,3 millions de mètres carrés qui sont potentiellement assujettis. Donc voilà, on regarde donc la différence qu'on peut avoir entre du coup 25 et 31. Et donc ça on a des taux de complétude qui sont... l'objectif c'est d'avoir 100%, évidemment. Et on voit que on n'y est pas encore, mais on s'en approche, et notamment l'année où il y a le plus de déclarations, en 2021, qui a été la première année en fait où on a fait les déclarations Opérate. Donc là, il y a eu on va pas dire un engouement, mais en tout cas, voilà, chacun s'est senti impliqué pour le faire. En 2020, on a eu toutes ces déclarations-là qui ont été faites, et on voit par contre qu'il y a une diminution progressive en 2022, 23 et 24. Donc 2022 et 23, un petit décrochage, mais surtout en 2024. Alors ça aussi, c'est dû au fait que donc, les échéances sont 30 septembre, mais souvent ce qu'on constate, c'est que les assujettis remplissent jusqu'à l'été d'après. Donc là, on est encore à l'État dans une posture d'accompagnement. Donc voilà, nous, notre objectif, c'est que 100% des assujettis se déclarent. Donc on est encore dans cette posture-là, mais sachez que la réglementation prévoit petit à petit des sanctions, des mises en demeure, jusqu'à du coup des amendes administratives.
Et oui, et pour information aussi, donc le territoire du Rhône en Auvergne-Rhône-Alpes, il représente énormément d'assujettis, un territoire très dynamique par rapport, sur toute la région, où on a plus de, près du quart du coup des surfaces d'assujettis d'Auvergne-Rhône-Alpes juste sur ce département. Donc là, bon, tout à l'heure c'était les surfaces, maintenant c'est le nombre de déclarations, donc un peu idem. Donc là en bleu, c'est les déclarations totales qui ont été effectuées sur le territoire du Rhône, donc avec un pic en 2021, plus de 10 000 déclarations, qui chute en 2024 à 8 000. J'ai voulu aussi faire un petit, séparer entre propriétaires privés et propriétaires publics pour voir voilà, qui s'était plus ou moins déclaré. Et ce qui est intéressant du coup quand on analyse ça, c'est qu'on voit que notamment l'année 2010-2019, qui correspond à l'année de référence, en fait les assujettis privés, ils sont un peu moins déclarés. Ça veut dire que peut-être qu'ils ont une stratégie plutôt, donc, dans ce qu'on parlait tout à l'heure, d'atteindre plutôt des valeurs absolues, a priori, en kilowattheures par mètre carré par an. Parce que ce qui est intéressant quand on renseigne l'année de référence, c'est de renseigner une année où on a été très consommateur pour faire 40% d'économie d'énergie. Donc c'est peut-être une des raisons, ou alors l'autre raison, c'est que les entreprises sont allées au plus vite et qu'elles ont déclaré plutôt année après année. Sachant que du coup, cette année 2010-2019 n'était pas obligatoire non plus. C'était obligatoire avant la réglementation et ça s'est un peu assoupli, donc là c'est plus obligatoire de le déclarer. Et on voit, voilà, pareil, qu'il y a aussi un décrochage, un côté public et privé, les deux pour 2024, mais qui se rattrape souvent en courant d'année, du coup, donc cette année normalement. Et donc là, le dernier, du coup, donc on est encore sur le territoire du Rhône et de la métropole de Lyon. Donc c'est un graphique qui montre justement l'évolution. Donc vous avez vu qu'on a des déclarations qui changent en fonction des années. On a plus ou moins de déclarations chaque année. Donc pour essayer de comparer quelque chose de comparable, je l'ai ramené en ratio par mètre carré par an. Et du coup, en faisant une moyenne, on remarque que du coup, quand on part donc de 2010-2019, donc des années qui sont a priori où il y a beaucoup de consommation, en tout cas où les assujettis étaient plutôt orientés à déclarer des années à forte déclaration de consommation pour que ce soit plus simple pour eux d'atteindre leurs objectifs. Donc on part d'à peu près 180 kWh par mètre carré et par an, et on arrive là, donc dans les années qui arrivent, plutôt à du 120 kWh par mètre carré par an. Donc ça fait quand même une baisse importante de 60 kWh par mètre carré par an. Mais il reste encore un effort à faire pour atteindre les objectifs qui sont fixés, dont Claire parlait tout à l'heure. Donc les objectifs, alors je ne sais pas pourquoi là normalement il y a censé avoir deux couleurs. Ah oui, non, c'est que c'est un peu décalé. Enfin, l'objectif relatif qui est en courbe orange, donc les 40% d'économie d'énergie, donc on devrait atteindre 95 kWh par mètre carré par an. Encore une fois, c'est une moyenne. C'est pas chacun, hein, c'est vraiment moyenné sur le département du Rhône. Et l'objectif absolu à 86. Enfin, donc on voit qu'il y a quand même une baisse qui est intéressante. Mais qui ne suffit pas à atteindre les objectifs aujourd'hui pour 2030 et surtout une stagnation depuis, finalement depuis 2020. Quoi. Et, sachant que ces données n'ont pas été corrigées du climat non plus, qu'il y aura aussi ce travail-là à faire pour les objectifs. Et puis après, donc, je vais aller rapidement. Donc, c'est un peu le même travail d'analyse, mais peut-être à prendre avec un peu plus de pincettes parce qu'on a un échantillon qui est un peu moins représentatif. Parce qu'on a beaucoup moins d'assujettis du coup que sur tout le Rhône en entier. Donc là, sur la Comcom, sur laquelle on est aujourd'hui, du coup. En termes de surface, on voit pareil là qu'on a un pic en 2021, mais par contre, on a une nette chute en 2024. Donc bon, comme c'est aussi une petite... une petite entité géographique par rapport au Rhône, peut-être que voilà, il y a quelques assujettis qui ont des grosses surfaces qui ne sont pas renseignées. Donc bon, voilà. Donc, mais ça veut dire que en fait, les données dont qu'on dispose et qu'on peut fournir à différentes structures, notamment les collectivités, en fait, on peut les travailler pour aussi accompagner son territoire. C'est ça aussi le message que je voulais faire passer dessus, et notamment quand on est maître d'ouvrage ou dans une collectivité, on peut servir de tout ça là-dessus. Et pour finir, voilà, et on voit pareil, moins on a de déclarations, moins aussi ça peut être pertinent d'avoir l'évolution qu'on essaye de voir, et notamment là, on voit pour 2024, vu qu'on a eu finalement assez peu de déclarations, les déclarations qui ont été faites, c'est des assujettis qui consommaient beaucoup d'énergie, et ceux qui ont consommé après moins d'énergie ne sont pas déclarés. Donc là, pareil, est-ce qu'ils sont sentis moins concernés ou pas?
Enfin, ouais, c'est des questions aussi qui se posent et où vraiment on a besoin aussi pour analyser son territoire, voir dans quelle trajectoire on a vraiment besoin d'entraîner vraiment tout le monde dedans. Et une dernière diapositive, c'est juste pour dire que même si on a un territoire qui est plus petit, on peut quand même voir des choses qui sont intéressantes. Et notamment, sur ce territoire-là, il y a 7... Alors EFA, c'est vrai qu'on n'a pas dit ce que c'était. En gros, c'est une entité fonctionnelle assujettie. C'est un binôme propriétaire-occupant qui est assujetti. Donc il y en a 7 qui sont déclarés tous les ans. Donc 2010, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Et sur ces 7-là, il y en a 5 qui respectent d'ores et déjà les objectifs du décret tertiaire. Donc voilà. Et j'ai fini pour ma présentation. Oui, ah non, je n'ai pas fini. Les différentes ressources, oui, bon, j'ai rappelé les contacts départementaux. Donc en plus de David, j'ai intégré Claire. En contact régional, du coup, je me suis mis. Je vous ai aussi mis du coup 2 liens vers des études intéressantes, notamment l'étude là qu'on vous voyez en haut à droite, qui est une étude sur la connaissance du parc tertiaire en Auvergne-Rhône-Alpes, où on voit justement quel est le parc tertiaire, quelles sont les activités qui sont concernées aussi, entre les commerces, les hôtels, les restaurants, les bureaux, les administrations. Enfin, voilà, il y a tout un état des lieux, y compris sur les consommations énergétiques. Donc une étude qu'on a pilotée avec l'ADEME, donc DREA l'ADEME, et qui a été réalisée par la CERC. Et je vous ai aussi envoyé le lien vers le site internet de l'ADREAL, et notamment j'ai parlé tout à l'heure des courriers de relance des assujettis, où vous pourrez avoir du coup pas mal de données qui vont en complément des ressources sur Opérate. Je vous remercie. Merci beaucoup Antoine. On enchaîne de suite avec donc le CEREMA. Benjamin Choulet, directeur de projet environnement et énergie numérique au CEREMA, et qui du coup a pointé son intervention sur l'animation des relais, j'arrive pas à retenir, éco-énergie tertiaire, pardon. Mais en même temps, David, qui est éco-énergie tertiaire, il n'est pas là ce soir. Un des relais, justement. Et puis qui connaît tout, justement, sur la plateforme Opérate, et pourra nous en dire un peu plus. Alors, peut-être pas tout, mais on va essayer. Merci de m'avoir invité à cette présentation. Donc effectivement, moi je suis Benjamin Choulet, je travaille au CEREMA, et je vais vous présenter un petit peu des choses qu'on a mis en place pour finalement poursuivre l'accompagnement qui est fait par les services de l'État. Et voilà, donc on va parler de 2 choses. On va parler d'abord de ce fameux réseau des relais éco-énergie tertiaire. EET étant en fait la distinction entre dispositif éco-énergie tertiaire, qui est le dispositif issu du décret tertiaire. Alors c'est jamais facile, mais nous on a choisi de partir sur le dispositif parce que ça fait moins réglementation, ça fait plus axe d'action, on va dire. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement pour démarrer sur le décret tertiaire, il faut déclarer son patrimoine et ses consommations sur Opérate. Et donc, on a réalisé un guide que je vais vous présenter juste après. Alors, quelques mots sur le CEREMA, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Ça ne va pas être l'essentiel de ma présentation, rassurez-vous. Le CEREMA, c'est un établissement public, donc on n'est pas totalement un service déconcentré de l'État comme mes collègues de l'ADREAL et de la DDT, mais on intervient essentiellement sur le secteur public et également un petit peu, et d'ailleurs de plus en plus sur le secteur privé, notamment sur le volet bâtiment. On a 3 grandes missions. La première, c'est de faire de l'accompagnement sur les territoires. Donc c'est voilà, des fonctions, on va dire, de conseil. On a une deuxième mission de diffusion et d'élaboration de méthodologie. Donc là, c'est tout ce qui est capitalisation, diffusion des connaissances, formation, etc. Et puis on a un 3e axe que je maîtrise beaucoup moins, qui est celui de la recherche opérationnelle, puisqu'on a quand même des centres de recherche qui font, par exemple, sur le retrait-gonflement des argiles, sur les matériaux biosourcés, ce genre de choses. Voilà, et juste pour vous dire sur quoi on intervient, puisque le bâtiment est un des 6 axes d'action du CEREMA, on intervient sur finalement l'ensemble des thématiques liées au bâtiment, beaucoup sur l'énergie-environnement, beaucoup sur la qualité des environnements intérieurs. On a également des thématiques liées à l'adaptation des bâtiments au changement ou au dérèglement climatique, ça dépend comment on les appelle. Et puis tout ça dans une vision métier de l'immobilier et gestion patrimoniale. Et vous allez le voir, mais le dispositif éco-énergie tertiaire, il est vraiment à l'interface entre
de la gestion bâtimentaire, de la gestion patrimoniale et le volet purement énergie-environnement, donc plutôt performance. Voilà, c'est tout pour le CRMA. Alors, donc, parmi nos missions, vous avez vu, à la fois d'accompagnement, mais aussi de diffusion et de capitalisation des bonnes pratiques, on a en 2022 mis en place ce réseau des relais du dispositif éco-énergie tertiaire, dont l'objectif est d'accompagner la mise en œuvre du dispositif dans les territoires. Et parmi cette mise en œuvre, on a bien entendu la phase, on va dire, d'explication du dispositif, parce que vous l'avez compris, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et puis, la deuxième phase, c'est le passage à l'action. Et donc, on travaille vraiment sur ces deux axes. Alors, on a commencé par le volet connaissance. On va de plus en plus sur le volet mise en œuvre, ce qui est bien évidemment logique. Voilà, donc on peut passer. Sachant que donc, pour faire ça, nous, côté CEREMA, on est en position d'animation, mais bien évidemment, on n'est pas tout seul à avoir cette connaissance éco-énergie tertiaire, et c'est pour ça qu'on se base sur ce réseau qui est finalement présent sur tout le territoire et qui donne une force, on va dire, d'action un peu plus importante que si on était chacun dans notre coin isolé à parler de cette thématique-là. Donc l'objectif principal, je vous l'ai dit, c'est de dynamiser la mise en œuvre du DET parce qu'on s'aperçoit que le démarrage était quand même un peu compliqué. Et pour autant, c'est un dispositif qui est essentiel parce que c'est un des seuls dispositifs en France qui parle de réduction des consommations d'énergie et qui donne ces objectifs-là. On a bien évidemment l'aspect réglementaire avec les réglementations thermiques, notamment sur l'existant, mais ça n'oblige pas les maîtres d'ouvrage et les propriétaires et les occupants également à mettre en œuvre tout ça. Et donc le dispositif éco-énergie tertiaire vient compléter on va dire, ce besoin d'améliorer la performance. Et qui dit améliorer la performance dit aussi diminuer les consommations et diminuer les factures d'énergie. C'est bien ça le principal pour l'occupant. Donc on a plusieurs objectifs. Et comment est-ce qu'on fait ? C'est ce que je vous disais, mettre en lumière ce qui existe déjà et les groupes de travail qui existent déjà. On n'a pas vocation à remettre une couche par rapport à ça, mais bien à s'appuyer sur ce qui existe déjà. On le fait sur l'ensemble du territoire, y compris l'outre-mer, et donc on s'adapte aux contextes locaux, et c'est pour ça qu'on a des contacts en local. C'est pour se dire, on sait qu'en climat méditerranéen, on ne va pas faire la même chose qu'à Lyon, et on ne va pas faire la même chose à Lyon qu'en Bretagne, etc. Et à l'outre-mer, c'est encore quelque chose de différent. Voilà. L'objectif, c'est de diffuser les mêmes informations sur tout le territoire, et donc de faire l'interface finalement entre les pouvoirs publics qui portent la réglementation et le terrain. Et ça, on a vraiment à cœur de faire ça. Et tout ça en favorisant les échanges à différentes échelles. Et donc, alors pas le seul mot d'ordre, mais un des principaux, c'est l'échange. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une posture côté CEREMA directif, etc. Mais on est vraiment sur on va dire, le volet retour d'expérience et le volet échange. Et pour faire ça, on a mis en place... on s'est basé sur une plateforme qu'on a mis en place au CEREMA, mais qui est ouverte à tous, qui s'appelle Expertise Territoire, qui permet plein de choses et qui permet notamment de travailler de manière collaborative, donc pour échanger sur des cas pratiques, pour répondre à des questions et aussi pour co-construire des documents. Et le guide que je vous présenterai tout à l'heure, il est issu de ce réseau. Et on a travaillé en collaboration avec un certain nombre d'acteurs. On peut passer. Donc actuellement, de quoi se compose le réseau ? Alors, j'ai pas fait le listing pour le département du Rhône et encore moins pour le territoire sur lequel on est aujourd'hui. Mais c'est un petit peu logique puisque moi, ce que je voulais montrer, c'était la vision globale. Et après, vous pourrez retrouver sur notre site internet, également sur Opérat, d'ailleurs, dans l'espace ressources, la liste qui est mise à jour tous les trimestres et qui recense l'ensemble des relais qui existent par département, donc notamment sur celui du Rhône. Donc là, on a une répartition qui est plus ou moins homogène ou hétérogène en fonction de comment on le voit. Ce qui est important de regarder, c'est qu'on a des relais. Donc là, on parle en termes de structure. On a des personnes sur l'ensemble du territoire. Je n'ai pas mis l'outre-mer, mais il y a également des personnes en outre-mer. Ce sont des personnes qui interviennent à différentes échelles. Typiquement, aujourd'hui, on a la direction départementale et aussi la direction régionale, donc déjà deux échelles qui sont un peu différentes, qui ont des rôles un petit peu différents. Donc c'est pour ça qu'on a aussi voulu associer l'ensemble de ces personnes.
Des origines différentes. D'abord, on s'est fait la main, j'allais dire, sur le secteur public parce que c'est celui qu'on connaît le mieux au CEREMA. Donc, on avait des économes de flux, des conseillers en énergie partagée qui accompagnent beaucoup les collectivités et bien évidemment les services de l'État. Mais on s'élargit de plus en plus au secteur privé. Et donc, typiquement, on a intégré récemment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat. On a vocation aussi à intégrer les représentants de fédérations professionnelles, par exemple. Et donc, ces personnes-là, c'est elles qui ensuite sont chargées de redistribuer l'information auprès de leurs adhérents ou auprès de dans leur champ d'action. Voilà, et donc, on couvre l'ensemble du territoire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On fait plein de choses, vous l'imaginez bien. On a des temps d'échange, on va dire réguliers. Donc là, on pose vraiment des questions. On essaye d'y répondre collectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les questions, elles viennent du terrain, elles viennent des personnes qui accompagnent les assujettis. Parfois des assujettis. On a aussi des assujettis dans notre réseau, même si ce n'est pas le cœur et la raison de vivre du métier. Mais voilà, donc on a des échanges avec des webinaires, on va dire, plus formels et des temps d'échange qui sont, eux, beaucoup plus informels, sur lesquels il y a des questions de terrain. Ça, c'est la partie, on va dire, webinaire. La visio nous aidant énormément. Sur le volet plateforme, on a un espace de questions-réponses. Donc tout le monde peut venir poser une question, enfin tout le monde, tous les inscrits, bien évidemment. Et tout le monde peut aussi répondre aux questions des autres. Et ça, c'est hyper important parce que, je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de fermé, ce n'est pas quelque chose de directif. On est vraiment dans cette thématique d'échange. Les questions, alors ensuite, nous, en tant qu'animateurs et de modérateurs, on choisit la réponse qui nous paraît la plus pertinente d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue technique. Si jamais il y a des questions qui ne font pas consensus ou sur lesquelles on n'arrive pas à trouver de réponse, c'est des questions qu'on fait remonter au pouvoir public. Directement au ministère qui porte cette réglementation-là. Et c'est ce qui alimente ensuite Opérat et la foire aux questions d'Opérat. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les personnes qui rejoignent notre réseau, on leur propose des plans de formation, enfin des formations, qui suivent un petit peu à la carte. Voilà. Et ensuite, dernière chose, c'est qu'on produit également on va dire des livrables ou des documents via des groupes de travail thématiques. Par exemple, en 2025, on a lancé un groupe de travail spécifique sur la consommation énergétique des piscines, qui est en train de se concrétiser par la rédaction d'un guide technique pour la mise en place de solutions permettant cette réduction de consommation d'énergie. Et des outils qui sont construits par le réseau. On a des outils qui permettent de calculer des objectifs. Maintenant, Opéra le fait, mais avant, ce n'était pas le cas. On a des outils qui permettent de retrouver plus facilement ses objectifs, ce genre de choses. Voilà, et donc pour en savoir plus, alors vous avez le lien, je n'ai pas mis les coordonnées, mais je pense que vous aurez la présentation. Vous pourrez cliquer directement sur ce petit globe. L'idée étant de se baser, encore une fois, pas directement sur les assujettis, mais sur des têtes de réseau pour que ensuite ce réseau-là se décline dans les territoires. Voilà, donc ça c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, donc je vous parlais tout à l'heure de groupe de travail thématique. Et en 2023-2024, on a mis en place un groupe de travail spécifiquement sur les déclarations. Et ce qui a permis d'aboutir à la rédaction d'un guide qu'on a publié en novembre 2025, qui est totalement gratuit sur notre site internet, qui s'appelle « Réaliser ces déclarations éco-énergie tertiaire, mode d'emploi ». Donc, si je résume autrement, c'est comment est-ce que je déclare sur Opérat. Donc, c'est un guide qu'on a rédigé, dont on a piloté la rédaction, parce que vous pouvez le voir, on n'est pas tout seul à l'avoir rédigé. Je vous disais, c'est vraiment issu d'un travail collaboratif. On a notamment l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes et l'Adréal Nouvelle-Aquitaine qui ont participé à la rédaction. Merci Antoine. On a des collectivités également, Brest Métropole et le syndicat d'énergie de la Vendée, qui nous ont accompagnés. Alors, je montrerai le sommaire tout à l'heure, mais on prend quand même des exemples qui sont beaucoup basés sur le domaine public, encore une fois. Cela dit, c'est des exemples qui, je pense, s'adaptent à d'autres bâtiments du secteur privé, donc à des chefs d'entreprise, par exemple. Ça s'adapte assez bien. Voilà. Et puis, encore une fois, vous avez le lien de téléchargement en bas de la page. Donc, les objectifs, il y en avait, on va dire, deux principaux qui sont marqués ici en bas. C'est aider les assujettis à réaliser des déclarations qui soient homogènes, c'est-à-dire que
tout le monde déclare un peu de la même manière, parce que sinon, Antoine, les chiffres qu'a présenté Antoine, ils n'ont plus beaucoup de sens et de valeur. Donc voilà, on est vraiment dans cet objectif-là. Et puis le deuxième, c'est aider les assujettis à réaliser des déclarations homogènes. J'ai mis les mêmes choses, c'est pas ça. À réaliser des déclarations qui soient cohérentes par rapport à leur patrimoine. Donc ça veut dire qu'on parle sans rentrer trop dans le technique, mais d'entités fonctionnelles, on parle d'indicateurs d'intensité d'usage. Voilà. Et donc finalement, ce guide-là, il vient expliquer comment on fait et faciliter un petit peu la prise en main de cette déclaration. Parce que je ne me rappelle plus si vous l'avez dit, mais certainement, la première chose à faire quand on arrive sur Opérat, ce n'est pas de déclarer ses consommations, c'est de déclarer son patrimoine, c'est-à-dire les bâtiments qui sont assujettis, donc les surfaces, l'activité, la segmentation, etc. Et c'est ça qui n'est pas évident. Et donc ce guide-là, il vient expliquer un petit peu tout ça. Voilà, donc entité fonctionnelle. Et puis, Opérat, maintenant, permet aussi d'afficher ses objectifs en valeur les deux, d'ailleurs, maintenant, donc relative et absolue. C'est assez récent, ça, parce que en fait, l'ADEME, qui pilote la plateforme, attendait d'avoir l'ensemble des valeurs absolues, ce qui s'est concrètement traduit par un arrêté qui date de septembre 2025. C'est le dernier arrêté. Et donc avant, les personnes qui rentraient sur Opérat et qui rentraient leur consommation n'avaient pas leurs objectifs. Maintenant, c'est chose faite. Mais en tout cas, nous, ce qu'on cherchait à avoir avec ce guide, c'était d'avoir des objectifs qui finalement se rapprochaient des situations réelles. Voilà. Donc à la fois en valeur absolue et en valeur relative. Et donc ça aide ensuite à bâtir un plan d'action. Donc ce guide-là, il n'est pas sur le volet action, puisque c'est la deuxième étape, on va dire. Mais ça permet de comprendre et de savoir sur quel patrimoine on agit et derrière d'en tirer des actions, on va dire, un peu génériques. Voilà, donc juste pour terminer ensuite sur la slide d'après, sur le sommaire que j'ai juste remis ici. Donc on a deux grandes parties. La première sur le cadrage méthodologique. Donc on rappelle un petit peu tout ce qui est décret tertiaire, sur comment ça se passe au niveau des déclarations, sur qu'est-ce qui doit être fait. Les principales notions, parce que ce n'est pas des choses qui sont faciles à appréhender. Et puis la deuxième partie qui s'appuie sur des cas pratiques. Donc vous avez 8 cas pratiques, pardon, 7 même, qui sont encore une fois essentiellement sur du bâtiment public. Mais vous voyez par exemple que sur le volet bâtiment administratif, bureau en multi-occupation, c'est des choses que vous pouvez reprendre sur votre patrimoine si vous êtes propriétaire ou occupant d'un bâtiment privé. Voilà. Et donc, je vous invite à télécharger ce guide et à le lire et à nous poser des questions si vous en avez. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Benjamin. Je propose qu'on puisse faire un rapide temps d'échange, premier temps d'échange avec la salle pour profiter des services déconcentrés de l'État ou simili. S'il y a une question ou deux qui vous brûlent les lèvres, sachant qu'ils ne sortiront pas de la salle avant 19h, donc on pourra leur reposer une autre question au deuxième temps d'échange. Est-ce que je te laisse le micro pour si jamais quelqu'un a une question. Ou c'est pour vous très clair ce qui a été présenté, ou même votre propre compréhension du sujet. Moi, j'en aurais une alors pour lancer. Juste, Antoine, tu disais que la déclaration entre 2010 et 2019 n'était plus obligatoire. Est-ce à dire qu'il n'y a plus forcément une année de référence à déclarer pour bien comprendre du coup ce qui a été modifié? Oui, en fait, le but, c'est que ce soit le plus simple possible pour l'assujetti qui renseigne ses consommations. Et comme on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tout le monde qui déclarait pour 2010-2019, on a assoupli un peu le dispositif et on peut, du coup, si les déclarations qui ont été faites, les premières c'est 2020 ou 2021 ou même 22, ça peut être l'année qui peut être définie automatiquement par Opérat comme année de référence. Donc en fait, l'année de référence maintenant, elle est entre 2010 et 2022. Donc si vous avez déclaré 2010-2019, ça peut être une de ces années-là, ou sinon ça peut être 20, 21 ou 22. Et là, la plateforme, en fait, elle calcule automatiquement, en fonction de la rigueur climatique, l'année qui est la plus intéressante pour vous. Donc en gros, l'année la plus intéressante, c'est l'année où il y a le plus de consommation.
puisque les 40% de moins ils seront calculés par rapport à ça. Et une année telle qu'on a connue en 2020 avec la Covid, est-ce qu'elle peut être prise en année référence ou justement c'est le calcul d'intensité d'usage qui... Du coup, elle peut, mais ce serait peut-être pas trop intéressant puisqu'il y a peu d'activité du coup. Mais bon, la plateforme ne la prendra pas automatiquement du coup. Mais a priori, il y aura très peu de fois où c'est le cas, sauf si jamais c'est la première année où l'entreprise a fonctionné, par exemple. Merci. Une autre question de la salle. Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais savoir, dans le cadre d'une rénovation d'un bâtiment avec changement de destination, est-ce que le propriétaire a l'obligation de déclarer et sur quelle année de référence, justement, il se base? Je prends et les collègues compléteront si besoin. Donc dans ce cas-là, si on a un changement d'activité, imaginons par exemple aujourd'hui, du coup la nouvelle assujettie a possibilité de se rattacher aux anciennes déclarations qui ont été faites ici sur Opérate en disant c'est l'ancienne EFA, et même si jamais l'activité a complètement changé, par exemple si ici on fait un hôtel, peu importe. En fait, et du coup, pour calculer les objectifs, ce sera fait, du coup, les consommations qui seront prises initialement seront faites en estimant en fait les activités ce qu'aurait consommé en fait l'hôtel avec les caractéristiques du bâtiment d'il y a 15 ans, même si c'était pas le cas. On peut rattacher en fait le lieu, le bâtiment avec les déclarations précédentes qu'il y avait. C'est une possibilité justement pour faciliter aux assujettis qui rentrent dans le dispositif de bénéficier de travaux qui ont pu avoir lieu par un ancien propriétaire ou un ancien locataire. Encore une fois, l'idée c'est vraiment d'accompagner les assujettis et vraiment de valoriser tout ce qui a pu être fait sur le bâtiment pour diminuer les consommations énergétiques. Peut-être juste pour compléter par rapport à ça, si jamais le bâtiment n'était pas assujetti au décret tertiaire avant parce que l'activité n'était pas tertiaire par exemple et qu'il le devient, donc soit il y a cette possibilité de déclarer des années précédentes, soit l'année de référence et c'est la première année d'exploitation pleine. Puisque à partir du moment où un bâtiment devient est en exploitation, il est assujetti au décret tertiaire selon les caractéristiques bien évidemment. Donc dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez attendre une année pour calculer vos objectifs. Et si c'est une rénovation performante, avec un changement d'usage, j'imagine, donc une rénovation assez lourde, il n'y a pas de raison que ce soit pas que ce soit pas conforme au moins aux objectifs 2030. Une autre question. Dans une zone d'activité mixte, donc activité bureau, comment est-ce que vous isolez les consommations des parties tertiaires, donc bureau, des parties activité? Dans le cas de bâtiments loués, comment est-ce que vous gérez l'absence ou la difficulté d'avoir les déclarations des occupants? Et dernier point, comment vous gérez la surconsommation du confort d'été qui, de fait, avec les hausses de température actuelles, nécessite une utilisation en été plus sensible de la climatisation? Il y a pas mal de questions en une. J'en ai compté 3. Je me confirme, il y en a 3. Il y a 3 personnes pour répondre. Allez, je recommence. Donc pour la première question, de ce que j'ai compris, c'est par exemple une industrie, c'est ça, on a des activités de bureau ou de restauration, des choses comme ça, c'est ça qui sont faites. Et en gros, je pourrais de façon générale, comme on le voit couramment dans pas mal de zones d'activité, ouais. Vous avez une partie tertiaire bureau et une partie activité exploitation, oui, qui plus est, qui peut être sur des activités très variables et de fait des consommations très variables liées à l'activité, et sur la partie tertiaire, des consommations, là encore, très variables par rapport au nombre de salariés qui travaillent sur les plateaux de bureau. Alors sur ces sites-là, du coup, ce qui est préconisé, c'est de mettre du coup des sous-comptages sur les locaux qui sont spécifiquement tertiaires pour vraiment isoler les consommations qui sont dues au tertiaire. Dans le cadre de variations du coup d'activité où on a, par exemple,
sur plusieurs semaines, beaucoup d'occupants sur le bureau. Il y a donc, Benjamin parlait tout à l'heure des indicateurs d'intensité d'usage, où on peut dire, bon bah voilà, là au lieu d'avoir une personne par poste, j'en ai eu 3. Enfin voilà, on peut déclarer tout ça sur Opérate pour prendre en compte ces intensités qui évoluent dans le temps. Et après, il y avait une question qui était en lien, je crois, c'était sur le... Enfin, pareil, ou dans le cas de la multi-occupation avec du coup différents occupants, comment est-ce que ça marche? Donc là, pareil, soit ça peut être du sous-comptage, ou soit ça peut être en fonction des contrats du coup de bail qu'il y a dedans, en fonction des proratas du coup qui sont définis dans le contrat de bail, dire bah voilà, t'as telle surface, si on n'a qu'un seul compteur électrique, dire bah ça représente, vos surfaces représentent X% du coup de tout le bâtiment, bah, du coup votre consommation sera X% de la conso totale qu'on a à l'entrée du bâtiment, enfin, ou à l'entrée du bâtiment. Si c'était une question par rapport à ça. Et pareil, et du coup les communs, les parties communes ou les salles de réunion, les toilettes seront du coup pareil réparties au tantième. Alors la question par rapport à l'occupant et en particulier le bailleur, enfin le locataire, quels moyens potentiels il peut y avoir pour l'obliger à déclarer, puisqu'on peut avoir une volonté de la propriété de faire les travaux nécessaires, mais des occupants, on n'a aucun moyen aujourd'hui de dire à un occupant bah, vous nous donnez vos consommations, vous isolez vos consommations, puisque là on est dans le cadre du droit privé, on est dans le cadre d'un bail d'occupation, et le propriétaire à ce niveau-là n'a pas de droit. En tout cas, il y a des obligations qui incombent aussi bien, j'aime bien dire incombe, tiens, ça fait très inconnu, dont les propriétaires et les occupants sont responsables au même niveau des déclarations qui sont faites ou qui ne sont pas faites sur Opérate. Donc si jamais le propriétaire qui veut faire du coup les différentes déclarations prouve qu'il a tout fait pour que les déclarations soient faites, mais que finalement c'est l'autre partie qui n'a pas voulu les faire, donc charge à lui de copropriétaire de garder les différents éléments, les mails, les courriers de rappel, etc. Et donc du coup ce sera l'occupant qui sera tenu responsable de ne pas avoir fait les déclarations. Et donc chacun après, ça c'est pareil, ça peut être dans les, enfin c'est d'ailleurs c'est préconisé lors de changements d'occupation, notamment dans les contrats de bail, de bien définir la responsabilité sur Opérate, qui va déclarer, voilà. Et après les objectifs, les deux en fait sont responsables pour atteindre ces objectifs. Et on se doute bien qu'en effet, si c'est plutôt des travaux sur l'enveloppe du bâtiment ou des travaux lourds, c'est plutôt le propriétaire qui les prendra en charge. Par contre, l'occupant, qui a un rôle quand même hyper important, notamment sur l'usage des consignes de température à 19 degrés en hiver, par exemple, ou alors utiliser moins la clim en été, enfin, il peut y avoir beaucoup de choses. Ça va être aussi l'occupant qui va avoir un rôle important à jouer dessus. Peut-être pour finir sur le confort d'été, sachant que oui, donc Benjamin disait, c'est vrai que cette réglementation sur le décret, enfin sur le dispositif éco-énergie tertiaire, elle peut paraître assez complexe en fait dans sa mise en œuvre et dans tous les outils qui ont été mis en place, mais elle part en fait d'un objectif simple, et c'est vraiment de faire 40% d'économie d'énergie par rapport aux économies qu'on voit sur la facture en fait. Donc c'est vraiment, et les économies qu'il y a sur les factures, donc on peut les faire selon plusieurs aspects. Donc on parlait de la sobriété, on parlait de changement d'équipement, performance du bâtiment. Et donc c'est vraiment les consommations finales qui sont faites pour tout. Donc des consommations d'éclairage, des consommations de chauffage, mais également des consommations pour le rafraîchissement. Donc du coup le rafraîchissement est pris en compte sur Opérate. Donc si jamais il y a une surconsommation dans les années qui viennent à cause de la climatisation, bah, ça veut dire qu'il va falloir faire encore plus d'efforts sur la partie confort d'hiver pour atteindre les 40% d'économie d'énergie, parce que la consommation pour le confort d'été va rentrer en compte là-dedans. Oui, ou alors des actions sur le confort d'été, par exemple des protections solaires ou ce genre de choses qui doivent aussi faire partie du futur plan d'action éco-énergie tertiaire. Merci. On prend une dernière question avant d'entamer avec une deuxième partie. Oui, je vais vous parler de cas d'une collectivité. Et il y a quelques mois, voire un peu plus, on s'était posé la question, est-ce qu'on est concerné par le décret tertiaire? Et on nous avait répondu que non. Et puis j'ai reposé la question plus récemment, et peut-être bien que oui. Je m'explique, plusieurs bâtiments, certains sont accolés les uns aux autres, d'autres distants. Par contre, ils sont tous reliés par un réseau de chaleur
avec des comptages et sous-comptages. Il y en a sûrement pas suffisamment, mais il y en a déjà quelques-uns. Et est-ce qu'on est concerné par la règle des 1000 m² ou pas? Parce que le plus grand bâtiment, c'est 800 m². Le plus petit, c'est la médiathèque, par exemple, c'est 200 m². Oui, non, c'est une bonne question et ça revient du coup à la présentation qu'a faite Claire. C'est pour ça, Claire, si tu veux compléter, tu n'hésites pas. C'est sur en fait, pour définir l'assujettissement, le seuil des 1000 m², ça peut être soit un bâtiment entier, si c'est que l'usage tertiaire, une partie de bâtiment, ou alors dans le cas où on a plusieurs bâtiments, ça peut être plusieurs bâtiments dont la somme des surfaces tertiaires de chacun de ces bâtiments, là, si on somme chacun, ça fait 1000 m². Et pour faire cette grappe de bâtiments, c'est sur une entité foncière, une unité foncière. Un mot, entité foncière, je sais pas. Bref, en gros, c'est des parcelles adjacentes. Et c'est souvent le cas sur les collectivités. On va avoir l'école maternelle avec l'école primaire, avec la cantine, avec la bibliothèque. Et en sommant chacun, même s'il fait moins de 1000 m² indépendamment, si les 4, enfin si les X, ils font plus de 1000 m², là, du coup, l'ensemble, tout le complexe sera assujetti, donc sera concerné. Ça n'a rien à voir, par contre, avec un compteur qui serait commun ou pas. Enfin, ça, c'est pas une question. Par contre, on peut, pareil, encore une fois, dans l'objectif de faciliter du coup les déclarations de l'assujetti, on peut déclarer tout ce complexe-là ensemble ou séparément en fonction des compteurs qu'on a. Mais ça, c'est juste il faut bien distinguer en fait dans l'économie tertiaire, savoir est-ce que je suis assujetti, oui ou non. Donc, est-ce que je suis dans le cas du bâtiment, de partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments. Donc ça, déjà, déjà savoir lesquels sont assujettis. Et après, pour la déclaration de chaque entité fonctionnelle, de chaque bâtiment ou chaque partie de bâtiment, ça viendra à la suite en fait. Donc vous pourrez déclarer soit les 4 en même temps, soit 3 et 1 en fonction des compteurs qu'il y aura. Il y a des facilités, mais pour ça je vous renvoie à la foire aux questions où il y a des cas qui sont expliqués là-dessus assez précis. Merci, on va être obligé de clore là ce premier temps d'échange. On remercie déjà très chaleureusement nos 3 intervenants, Claire, Benjamin, Antoine. On peut les applaudir. Merci. On va vous inviter à ne pas partir trop loin parce qu'on aura certainement encore besoin de vous, mais on invite nos 4 représentants des acteurs de la rénovation du tertiaire à rejoindre. Florian Brunet-Lecomte, Jean-Lionel Amblard, Thomas Zito et Sébastien Dinatal. Je vous invite à rejoindre les 4 chaises qui ont été laissées par nos... Non, vous pourrez vous mettre comme vous voulez. Merci à vous 4. L'idée, c'est justement de creuser maintenant le fonctionnement du décret tertiaire sur le terrain, ce qu'on a déjà pu commencer à aborder avec quelques questions dans la salle. Et on a 4 profils différents. Et on va commencer avec une première question sur justement qui êtes-vous, quel est votre profil et comment justement ce profil croise le décret tertiaire. Je vais commencer avec vous. Je vais dire tu, si ça ne vous dérange pas. Sinon, je vais m'embrouiller très vite. Florian. Brunet-Lecomte, dirigeant fondateur de FEMAT. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous dire ton lien avec le décret tertiaire? Oui, alors, le micro, il faut l'allumer éventuellement s'il ne l'est pas. Est-ce que là, c'est bon? C'est bon. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Florian Brunet, donc, société FEMAT. On est basé à Dardilly, Nord-Lyonnais, que vous connaissez, j'imagine. On est une société qui a une quinzaine d'années, qui fait un peu moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont le métier historique, c'est le métier de distributeur. Donc, on vend des matériaux pour la rénovation énergétique. Donc, l'isolation, l'étanchéité et la ventilation système d'énergie. Donc, nous, on a calqué notre modèle de distribution sur le monde du bâtiment performant. Et notre métier historique est de vendre des produits à des artisans. Et on est venu, par la force des choses, à construire notre propre bâtiment, qui est un bâtiment labellisé passif, donc notre siège social, et qu'on a monitoré en GTB. Et donc, par le biais de cette expérience, moi je suis très un homme de terrien, donc j'aime bien les choses qui me parlent et qui sont concrètes. Donc j'entends plein de discours très théoriques, intéressants. Mais nous on ne parle pas de kilowattheures dans les PowerPoint, on les compte tous les jours. Et c'est du coup assez intéressant. Parce qu'on peut voir ce qu'on consomme en euros tous les jours et ce qu'on peut revendre en énergie tous les jours. Et donc, du coup, ça nous permet d'accompagner certains de nos clients. Ça parle de collectivités jusqu'à des gens qui sont propriétaires de bâtiments privés, publics. Nous, on n'a pas
On n'a pas de blocage par rapport à ça, encore heureux. Et on les accompagne sur le raisonnement du bâti et évidemment sur la partie financement, puisqu'en complément de notre métier de distributeur, on a aussi un statut de mandataire sur les certificats d'économie d'énergie. Et donc on est en mesure d'aller faire un raisonnement technique, économique et financier en fonction des capacités de la personne qui va investir. L'objectif pour nous, c'est pas d'aller, désolé du terme, refourguer une solution, c'est d'accompagner dans une logique vraiment de retour sur investissement, donc pour quelqu'un qui a investi. Voilà. Et vous êtes vous-même assujetti au décret tertiaire? Alors nous, on a tous les cas de figure. On est conseil quand on est avec nos clients. On est propriétaire de nos bâtiments. Donc le siège de Dardy, lui, il consomme 13 kWh par mètre carré par an. Donc on paye très peu d'énergie. Donc ça me va bien. Et sur notre bâtiment de Corbat, dont on est propriétaire, mais qui est un vieux bâtiment de la zone d'activité, et là, on est à, je crois, 140 kWh. Donc on est un mauvais élève. Donc on est propriétaire exploitant, et on a un autre site sur lequel on est locataire, sur lequel je me bats avec mon propriétaire justement pour moins consommer d'énergie. Donc vous voyez, j'ai tous les cas de figure en ce qui me concerne. Merci beaucoup. Je vous en prie. Jean-Lionel Amblard, dirigeant de Synapse Construction et vice-président de Sinov Auvergne-Rhône-Alpes. Également, même question. Qui es-tu et que fais-tu là? Que fais-tu? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vais commencer par la deuxième casquette, vice-président en effet de Sinov, la fédération Sinov. La fédération Sinov, c'est une fédération de syndicats professionnels qui représente 15 métiers et 14 régions au niveau national. J'agis pour la partie Auvergne-Rhône-Alpes. Ces 14 syndicats représentent les métiers de l'ingénierie, de la maîtrise d'œuvre, de la prestation intellectuelle, du conseil et du digital. Donc vaste sujet, évidemment, avec le bâtiment qui réunit plusieurs de ces syndicats, les acousticiens, la restauration collective, les programmistes et assistants à maîtrise d'ouvrage, et bien sûr l'ingénierie. Et j'en passe sans doute, puisque les quinzaines, je ne les ai pas tous en tête. Donc le décret tertiaire, il intéresse énormément nos membres, nos adhérents, à la fois par rapport à leur patrimoine pour certains, et puis pour beaucoup par rapport à leur mission quotidienne d'ingénierie et de conseil. Et j'en viens à la deuxième casquette, puisque je dirige une société d'ingénierie du bâtiment, Synapse Construction, qui est une ingénierie tout corps d'État, qui intervient sur tous les lots techniques, toutes les structures béton, métal, bois, économie de la construction, voirie, réseaux divers et restauration collective. Synapse Construction, à travers nos différents métiers, l'idée c'est de faire se connecter les cerveaux au service de la construction des projets de nos donneurs d'ordre et maîtres d'ouvrage, qu'ils sont à la fois publics et privés. Et dans les publics, dans les privés, il y a bien entendu des donneurs d'ordre qui sont eux-mêmes assujettis au décret tertiaire, et nous les accompagnons sur l'élaboration de leur stratégie d'économie d'énergie à 2030, 2040, 2050 quand c'est possible. Aussi bien en marché public qu'en marché privé, et je développerai le sujet sans doute autour de la table ronde sur cette approche notamment du décret tertiaire, sur parfois le paradoxe que je peux identifier au niveau du décret tertiaire. J'anticipe la question, est-ce que je suis assujetti? La réponse est non, ou la réponse est peut-être, ou la réponse n'est pas sûre. Enfin, la réponse est parfois compliquée, puisque nous avons plusieurs sites qui ne sont pas sur une unité foncière. Nous sommes néanmoins dans des bâtiments qui, eux, font parfois plus de 1000 m² en tant que locataire, et je me bagarre avec mon propriétaire pour savoir ce qu'il en est. Et j'anticipe un point que vous avez évoqué tout à l'heure au niveau du bail. J'ai fait inscrire dans mon bail récemment que le sujet de décret tertiaire devait être traité et que j'étais à disposition du propriétaire, justement pour anticiper le fait que si rien ne se passe, eh bien qu'on ne vienne pas me chercher, parce que je suis très motivé pour agir. Merci, tu es déjà allé très loin dans ta présentation, mais ça donne beaucoup de pistes. Thomas Zito, entreprise Thermofuel. Même question, qui es-tu et quel rôle, fonction tu joues au sein de ce dispositif décret tertiaire? Alors bonjour à toutes et tous, je suis Thomas Zito, donc je représente la société Thermofuel, mais aussi Sled Contagionnais.
On travaille sur la région lyonnaise, c'est 80 personnes, 18 millions de chiffre d'affaires, et on fait de la maintenance d'installations collectives de chaleur, rafraîchissement, production d'eau chaude sanitaire. Notre entreprise a fait partie de la première série Terra BTP, qui est un équivalent de la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, adaptée aux entreprises du BTP. Et on a défini une feuille de route où on doit accompagner nos clients, les aider à se préparer aux économies à venir, en travaillant sur la sobriété énergétique, sur la performance et aussi sur un choix d'énergie plutôt décarboné. Et nous, dans cette feuille de route, on doit bien sûr être exemplaire pour donner le bon exemple. Le décret tertiaire, chez mes clients, est-ce qu'ils se sentent concernés? Certainement, je n'en ai pas la conviction. Je pourrais vous en dire plus tout à l'heure. On a 3 catégories de clients, du très concerné au pas du tout. Et moi, de mon côté, je ne sais pas. On a emménagé dans des locaux neufs en fin 2022. Donc, tu n'as pas encore compté sa surface? Si, on est au-delà des 1000 mètres carrés, bien sûr. Mais tu es en train d'extraire le parking et le... Non, pardon. Voilà, donc il faut qu'on se penche sur le sujet. Futur déclarant, peut-être. Et pour finir, autour de la table ovale, finalement, nous avons aussi Sébastien Di Natale. Qui es-tu? Bonjour. Donc quel rôle représentes-tu? Je représente la communauté de communes Beaujolais-Pierre-Doré. Beaujolais-Pierre-Doré, c'est 32 communes qui sont situées entre la métropole lyonnaise et l'agglomération de Villefranche. Et en fait, en tant que communauté de communes, on est propriétaire de beaucoup de bâtiments communaux pour les écoles, les gymnases. Et aussi, on a aussi un rôle de propriétaire bailleur, en fait, sur notamment un hôtel d'entreprise. Et dans ce cadre-là, on est concerné par le décret tertiaire, avec une applicabilité qui est parfois complexe. Très bien, merci à vous 4. Donc rentrons dans le sujet, dans le dur ou le mou du sujet. Florian, je reviens vers toi. Justement, tu as croisé donc le décret tertiaire sur ton chemin. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Moi, je vais être très, très franc. Du côté du chef d'entreprise propriétaire du bâtiment, la première chose que je me suis dite, merde, encore d'une norme. C'est comme quand on vient te voir dans un bâtiment. Moi, j'ai découvert ça parce que je suis entrepreneur. J'ai démarré à 28 ans ma création d'entreprise, donc j'ai un peu vécu que comme ça, quoi. Et tous les ans, je me découvre une nouvelle norme que je dois respecter. Donc bon, chaque année, je m'y conforme. J'essaie de la respecter du mieux que je peux. Et puis j'ai essayé, comme le décret tertiaire était impératif, de le comprendre, d'en voir la logique au-delà de l'amende que vous évoquiez tout à l'heure, qui d'ailleurs, selon moi, est finalement parfois un faux sujet, parce qu'il y a des gens... Moi, j'ai vu des propriétaires qui sont multipropriétaires qui vous disent « mais moi, la prime, on vous la payera, quoi. » Enfin, on s'en fiche complètement. Mais à l'inverse, j'ai eu un cas de figure, je ne sais pas si tu souhaites que j'en parle, du bâtiment qu'on avait loué à Chaponneau, où j'ai eu une vraie discussion assez intéressante avec un propriétaire sur le sujet. Donc, il se trouve que nous, on était locataires d'un bâtiment à Chaponneau qui faisait 4000 m² de mémoire. Je crois que Jérôme confirmera, c'est ça, à peu près, voilà. Et on est dans un cas de figure où on loue ce bâtiment, je crois, à 250 000 € par an, ce qui pour nous est une somme conséquente à l'époque. Et au bout de 6 mois, ma responsable comptable m'appelle en me disant « Florian, il faut que tu passes me voir dans le bureau. J'ai pas une bonne nouvelle. » Je suis un peu inquiet, je me dis « mince, qu'est-ce qui s'est passé? Une nouvelle norme ?» Et non, c'était la norme de la réalité, c'est la facture d'Engie. Et là, je vois que ce bâtiment consomme 60 000 € sur 7 mois d'activité. Je tombe de ma chaise et donc je fais vite un calcul, une règle de 3, et je me rends compte que je vais payer 90 000 ou 100 000 € à l'année sur 250 000 € de loyer. Et le propriétaire, qui avait sa casquette un peu à l'ancienne, je veux dire, on ne peut pas lui reprocher, il vit avec son temps et ce qu'il a vécu, me dit « Ah mais non, vous allez consommer 40-50 000 €, ça passera. » Bon. Heureusement pour moi, on part un peu en conflit. Je dis « Maman, je ne vais pas payer 100 000 € d'énergie plus 250 000 de loyer, ça ne marche pas. » Et il me dit au bout de 4 mois, écoute, j'ai une très bonne nouvelle, je te récupère les bâtiments, j'ai un grand groupe, je ne vous donnerai pas le nom, mais qui veut me louer ces bâtiments, je leur reloue.
Heureusement pour moi, je dis c'est génial, je casse mon bail, je paye ma facture d'énergie, un peu chafouin, mais bon, je paye ma facture, j'arrive à m'en extraire. Ce monsieur n'arrive pas à se mettre d'accord sur un 369, loue un bail précaire de 12 mois à cette société, dans l'optique de louer un 369. Belote, il m'appelle 6 mois après en me disant « Florian, il faut qu'on se revoie, ton décret tertiaire, j'y réfléchis, finalement ça m'intéresse. » Là, je lui réponds « C'est quoi la raison économique ?» Parce que j'imagine que c'est pas pour faire de la poésie. Effectivement, j'avais vu juste. Et ce monsieur me dit, je ne vais pas arriver à signer mon bail 369 avec mon locataire tant rêvé, puisqu'ils m'ont demandé à être en conformité avec le décret tertiaire. On est à 220 kWh mètre carré an. Enfin, c'est une catastrophe, c'est une vraie épave thermique. Rappelle-moi ton histoire de la déclaration, rappelle-moi ton histoire des consommations, rappelle-moi ton histoire des certificats d'économie d'énergie, chiffre-moi les travaux, bref, accompagne-moi. Bon, pour moi, c'est l'accompagnement parfait. Et je lui dis, mais sans indiscrétion, que vous a demandé le locataire, preneur du futur bail. Et le locataire lui a dit, c'est très simple. Nous, on ne payera pas 250 000 de loyer, mais 230 000, parce que la période le dit. Et puis, accessoirement, on ne payera pas 60 000 ou 80 000 euros d'énergie, mais on payera 30 ou 30 000 euros, pas plus. Donc, soit vous l'enlevez de votre loyer, soit vous payez les factures à notre place. Bon, de toute façon, c'est le même vase communicant. Et là, je dis à ce monsieur, vous vous rendez compte, Patrick, on est en train de dire que ce bâtiment, il vient de perdre 50 000 euros de loyer annuel. Or, alors, je ne vais pas vous faire un cours de mathématiques financières, ce n'est pas très intéressant, mais parlons de ce qu'on comprend, nous, en tant que Pékin moyen, de notre patrimoine, ce que ça vaut. Bon, un propriétaire de ce type de bâtiment, il va attendre une rentabilité entre 5 et 6% à l'année. Bon, bref, c'est comme ça que ça marche, la finance de l'investissement, à peu de choses près. Donc, si on prend 5%, on se dit que pour arriver à 100, il faut multiplier par 20. Donc, si je perds 30 à 40 000 euros de loyer à l'année sur mon bâtiment en tant que propriétaire, prenons 40 000 euros pour faire simple, et que je raisonne sur 20 ans, je perds 800 000 euros de valeur de bâtiment. Et là, le monsieur qui disait le décret tertiaire, ça ne m'intéresse pas, j'en ai rien à faire, blablabla, il y a son locataire qui dit, dis donc mon gars, moi je ne prends pas les bâtiments s'ils ne sont pas conformes. Paf, conformité. Deuxième sujet, les 800 000 euros de travaux, les 800 000 euros de perte de valeur, qui va les gérer. Et on s'est rendu compte, en faisant une étude thermique pour ce monsieur, qu'avec une enveloppe isolation par l'extérieur, une GTB, donc une gestion technique, donc de la domotique, je ne sais pas si vous êtes familier de ces termes-là, mais on va vulgariser. Une GTB, une ITE, une isolation par l'extérieur, et quelques points un peu d'intelligence sur le bâtiment et un système de chauffage, rafraîchissement connecté à des panneaux solaires pour aller faire de l'autoconsommation au maximum. Et ben en fait, on arrivait à 5 ou 600 000 euros de travaux, qu'on avait 200 000 euros ou 250 000 euros de certificat d'économie d'énergie, et donc le retour sur investissement, il était immédiat. Et donc ce monsieur, il a fini par lancer ses travaux. Vous voyez ? Alors qu'à l'époque, il était mordicus contre le sujet. Donc, on arrive à trouver son public, enfin le décret tertiaire arrive à trouver son public, si j'entends, que ce soit par le biais de la valorisation du patrimoine, on a tous envie de se dire, si je diminue de 30% mes consommations, de 40 ou de 50, c'est toujours ça de moins à payer sur ma facture finale. Et on a donc des locataires plus exigeants, on a l'impression. Et pourtant, tu commençais à effleurer le sujet, Jean-Lionel, ce décret tertiaire, pour toi, souffre d'un paradoxe. Est-ce que tu veux nous en dire plus ? En fait, je ne connaissais pas cette anecdote, mais elle vient exactement illustrer ce que j'identifie du décret tertiaire. Le décret tertiaire, il est hyper simple sur le papier. Il est hyper clair. Tout le monde l'a compris. Le sens, il est limpide. Le législateur a doté, pour une fois, j'ai envie de dire, d'un outil complet tous les acteurs du bâtiment pour intervenir entre la RE 2020 sur le neuf et ce décret tertiaire sur l'ancien. Au moins sur cette partie tertiaire, c'est bien, parce que sur les logements, on est encore sur le BBC Rénovation 2005, mais je ne rentrerai pas dans ce débat-là, ce n'est pas le sujet de notre table ronde. Mais voilà, pour une fois, on a vraiment un outil, une complétude, c'est formidable. Et puis c'est simple, je veux dire, plus de 1000 mètres carrés, vous êtes assujetti, boum, de stratégie d'économie d'énergie, 2030, 2040, 2050, bref, je ne vous refais pas le tableau, limpide. Puis après, on rentre dans le détail. Et là, on se rend compte que, vous avez vu déjà les quelques questions qu'on a eues, c'est pas si simple que ça, finalement. Et puis finalement, quand j'y suis assujetti, est-ce que j'agis réellement ? Et puis,
finalement, ce décret tertiaire, quand j'y vais, c'est pas pour le décret tertiaire que j'y vais. C'est parce que j'ai un patrimoine à gérer qui perd de la valeur. C'est pas pour le décret tertiaire. C'est pour mon intérêt. C'est pas pour l'intérêt, entre guillemets, de la planète. Et donc, c'est là que, pour moi, il y a ce paradoxe. C'est que nous n'arrivons pas à intégrer le décret tertiaire comme une norme, mais finalement, quand on intervient sur un patrimoine, on atteint des objectifs qui sont « Ah ben tiens, nickel, je réponds à 2030 et parfois à 2040 ». Et ça, c'est vrai pour de nombreux maîtres d'ouvrage publics qui, dans le cadre de leur gestion de patrimoine, lancent des travaux de rénovation, avant tout pour l'usage. Lorsque on fait les calculs, on se rend compte qu'ils sont éligibles et qu'ils ont atteint les objectifs du décret tertiaire, tant mieux. Et c'est finalement un gain collatéral, mais qui n'était pas l'objectif initial. D'où cette notion de paradoxe. Et puis, il y a un autre point dans ton exemple, c'est que finalement, comme tu l'as dit, en faisant presque le b.a.-ba, on a atteint les objectifs qui allaient bien pour tout le monde. Mais parce que tu avais un bâtiment qui était extrêmement énergivore. Et donc là, c'est facile. Et toute la problématique que l'on rencontre aujourd'hui, ça a été évoqué par nos prédécesseurs ici, c'est que on commence à devoir adresser des bâtiments qui sont déjà un petit peu performants. Et là, c'est plus la même béchamel. Parce que là, pour atteindre les effets de levier, c'est pas juste une GTB, c'est pas juste en changeant 3 menuiseries et en isolant par l'extérieur. Il faut aller un peu plus loin, il faut commencer à aller à taquiner les usages. Et quand on touche à l'humain dans l'usage du bâtiment, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec le rafraîchissement estival, là, on commence à devoir travailler autrement. Et c'est là où, vous allez dire que je rebondis sur mes pattes, je suis là pour représenter l'ingénierie, ça tombe bien. L'ingénierie est là pour accompagner ces maîtres d'ouvrage dans l'identification de ces usages, dans l'identification de ces différents scénarios pour pouvoir atteindre, via notamment les valeurs absolues, l'atteinte des objectifs. Mais si j'avais la solution immédiatement, ce serait dommage. C'est un autre problème. C'est que vous l'avez évoqué tout à l'heure, les valeurs absolues, pour l'instant, on les a pour 2030. Donc aujourd'hui, je ne sais pas encore projeter mes maîtres d'ouvrage, mes clients et les utilisateurs à une vision plus loin que 2030. Or, le décret tertiaire, il adresse bien 2040, 2050 aussi. Vous voyez, tout ce paradoxe que l'on a avec un outil sur le papier extrêmement simple, et puis quand on rentre dedans, eh bien malheureusement, c'est quand même un peu une usine à gaz. Et je pense que le décret tertiaire souffre de cela. Et je n'ai pas encore évoqué les fameuses amendes qui n'en sont pas vraiment, et les taux de retour sur investissement qui, s'ils sont démesurés ou considérés comme démesurés, finalement on n'assujettit pas le bâtiment. Pas facile. Merci pour ce témoignage. Thomas Zito, entreprise justement, on a parlé un peu d'usage, décret tertiaire, on demande aux entreprises, aux propriétaires, de surface supérieure à 1000 m² de faire quelque part des travaux ou d'optimiser sa maintenance. Pour vous, c'est une opportunité? Tout à fait. C'est normalement une ouverture de marché supplémentaire sur notre métier. Dans la pratique, c'est pas le gros de la foule qui se manifeste. On a un très bon élève, donc je peux le citer puisque c'est un bon élève. C'est l'ECAM à Lyon 5, donc de l'enseignement supérieur, qui a une feuille de route éco-responsable, qui a des envies d'avancer sur le décret tertiaire, et puis qui a aussi des budgets à respecter en termes de consommation énergétique. Donc sur ces bâtiments, on a fait en 3 ans 35% d'économie d'énergie juste sur notre part CVC. Alors il y a 20% qui a été fait sur du comportemental,
sur des baisses de température, sur des réductions de plages de fonctionnement, et 15% qui ont été faits par le biais de remplacement de matériel ou d'optimisation technique, équilibrage des embouages, etc. Et puis, on a aussi le plus gros panel de nos clients qui ont, comme tout entrepreneur, une volonté d'assurer du confort pour les occupants des bureaux, qui ont une volonté de maîtriser les coûts au niveau de l'énergie qui ont tendance à s'enflammer et puis c'est pas prêt de s'arrêter, et qui ont déjà même travaillé toujours sur cet aspect comportemental en limitant les températures de chauffage, en limitant les températures de rafraîchissement, en prenant soin de couper tout ça le week-end et le soir, ce qui n'était peut-être pas des réflexes à l'époque. Mais pour moi, c'est vraiment une démarche, une volonté éco-responsable, une volonté de maîtriser les coûts, une volonté d'apporter du confort tout en maîtrisant les coûts. Mais est-ce que le décret tertiaire est vraiment derrière cette décision ? Moi, je ne sais pas. Alors certainement, on l'a dans un coin de la tête, on va essayer de s'en rapprocher. Mais pour la partie CVC, en tout cas, je ne suis pas sûr que la motivation soit sur le décret. D'une part, parce que tous les matériels en CVC ont plutôt une durée de vie de 15 à 25 ans. Et sur l'échéance du décret tertiaire, on se dit sans se presser qu'on peut attendre que le matériel soit arrivé à fin de vie pour à ce moment-là penser à ne pas remplacer à l'équivalent, mais à apporter de la GTB, des matériels moins énergivores. Mais voilà, aujourd'hui, sur le CVC, pour moi, sauf vraie volonté, il n'y a pas d'urgence, ça suit son cours et ça devrait répondre au calendrier du décret. On y va, mais sans se presser. D'accord. Bon, et collectivité, ça doit être un propriétaire exemplaire. Comment est pris le sujet du décret tertiaire à bras-le-corps, je l'imagine? Oui, bien entendu, on est la Merci. collectivité. Sur certains bâtiments, oui, le sujet est plutôt simple en fait quand on est propriétaire occupant. Où voilà, on a nos suivis, c'est des bâtiments qu'on a depuis longtemps ou qui sont des bâtiments récents, mais pour lesquels en fait on a une bonne connaissance des bâtiments et on a intégré justement des outils techniques qui nous permettent de maîtriser au mieux nos consommations d'énergie. Donc vous faites partie des déclarants sur la communauté de communes Beaujolais. Complètement. Qu'on pourrait ressortir avec Antoine. Non, mais on est forcément dans ces fichiers. Très bien. Et par contre, nous, on a un cas qui est un petit peu particulier et qui me semble intéressant en fait à soumettre à cette table ronde. C'est le cas d'un hôtel d'entreprise. Donc en fait, on est propriétaire bailleur. Cet hôtel d'entreprise en fait est divisé en 7 lots qui représentent en fait des lots d'à peu près 300 mètres carrés chacun, avec des parties ateliers et des parties tertiaires. Donc on est soumis au niveau du bâtiment au décret tertiaire. Le problème étant, c'est qu'on a eu des changements de locataires en fait, dans ces bâtiments avec des activités différentes, ce qui fait qu'en fait, on n'arrive pas à avoir de retour sur les consommations sur la période 2010-2019, voire même 2010-2021. L'assouplissement va nous aider, mais elle ne va pas régler tous nos problèmes par rapport à ça. Et en fait, on a aussi du mal auprès de nos locataires à les motiver en fait, pour s'engager dans le décret tertiaire, à nous fournir leurs factures, voire même à s'inscrire sur Opérat. Donc on a même été jusqu'à prendre cette charge à notre compte, les créer, rentrer les données. Et en fait, on a du mal à établir notre année de référence, parce qu'on a aussi le cas de locaux qui restent vides pendant une période significative qui peut aller de 1 à 2 ans. Et des changements d'activité entre les locataires. Donc, comment fait-on? Si on rajoute à ça le fait qu'on a bénéficié en fait, avec France Rénov' de subventions qui nous ont permis de faire une ITE sur le bâtiment, donc une isolation extérieure et isolation en fait, de la toiture, plus l'installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture en 2023,
c'est assez compliqué en fait d'arriver à valoriser cette rénovation-là qui n'avait pas été faite par rapport au décret tertiaire. Et comment est-ce qu'on arrive à établir nos années de référence et à établir des objectifs qui sont atteignables? Parce que 40%, si on part sur l'année 2022, qui était une année un petit peu de transition, c'est assez compliqué. Et sachant en plus qu'on a encore des locataires qui ont changé. Donc voilà. Ok, oui, cas complexe également. Et j'ai l'impression que dans le décret tertiaire, de toute façon, on trouve que des cas particuliers. Mais non, on a aussi quand même beaucoup de cas simples, vous l'avez dit. La plupart des collectivités ont réussi quand même à déclarer leur patrimoine. On voit qu'on n'est pas très loin des objectifs qu'on a ressentis avec la dynamique territoriale. Mais il nous reste les cas complexes. Florian, je reviens vers toi. Est-ce que justement, tu aurais un message à faire passer sur comment sensibiliser ou quel intérêt à donner aux propriétaires et locataires sur les leviers qui pourraient être intéressants pour répondre à cette valorisation du patrimoine? Est-ce qu'on pourrait éventuellement montrer la diapo que je t'avais donnée? Elle apparaît. Parfait. Bon, vous voyez là, c'est la diapo d'un propriétaire heureux. Alors, en haut à gauche, vous avez marqué, je ne sais pas si vous voyez, 7 derniers jours. Est-ce que tout le monde arrive à peu près à distinguer dans le graphique? Et on voit, alors, je vais essayer de montrer, je ne sais pas si j'arriverai à le montrer, mais vous voyez ici, il y a marqué 21. Alors 21, c'est ce qu'on aurait dû payer en euros sur notre bâtiment dans la journée d'hier. Et 19, je crois que c'est ça, c'est 19, je vois mal, désolé. Ouais, c'est 19, c'est ce qu'on a revendu, c'est ce qu'on a revendu en production photovoltaïque, en euros. Donc là, vous avez un propriétaire qui est heureux parce qu'en fait, les jours d'avant, comme il a fait très beau et comme le bâtiment il est très performant, on a gagné de l'argent. Alors, en fait, c'est pas qu'on a gagné de l'argent, c'est qu'on a gommé une partie de la consommation sur les périodes un peu moins ensoleillées où on consommait un peu plus. Ce qui est quand même assez intéressant aussi, c'est que derrière, on arrive à faire la distinction. Vous voyez le graphique d'à côté, bon, c'est un peu loin, mais un peu petit, mais on peut splitter par typologie d'énergie, l'éclairage, la partie CVC, évidemment, donc ce qu'on vient d'écouter, avec intérêt. Et on peut avoir des actions très concrètes. Par exemple, nous, avec Jérôme, qui est dans cette pièce, qui travaille ici chez FEMAT, eh ben, on s'est rendu compte, par exemple, en regardant nos courbes de consommation de kilowattheure, donc tu parlais des usages, on s'est rendu compte que dans notre salle de sport, on avait un tableau, on avait un tapis de course qui consommait en stationnaire, je ne sais plus combien c'était de watts. Jérôme, tu nous rappellerais? Voilà, c'est ça. Et bref, on a trouvé un subterfuge fabuleux. On a acheté une prise qui s'arrête toutes les 30 minutes quand le tapis n'a pas été utilisé. Bon, et à l'année, c'est une économie d'énergie. Je ne sais pas combien de watts à l'année, mais c'est peut-être de 500, 600 euros pour une prise qui a coûté une cinquantaine d'euros. Dans ce bâtiment, le soir, à 19h, le CVC, il se met en réduction parce qu'on fait en sorte de moins consommer la nuit quand on est en phase de non-production de photovoltaïque. On parle parfois de coûts de construction, de rénovation, ce que j'entends volontiers, parce qu'on voit bien l'inflation sur les matières, on n'est pas naïf, on voit ces choses-là. Moi, ce bâtiment, il a coûté, je crois, un peu moins de 2000 euros le mètre carré. Et on me dit parfois, bah ouais, mais en 2000 euros le mètre carré, si on n'avait pas fait du RE 2020 comme toi, on aurait peut-être payé 1700 euros. Oui, c'est vrai. On n'aurait pas mis du triple vitrage, on n'aurait pas renforcé l'étanchéité LR avec des menuiseries où j'ai mis du scotch extérieur, intérieur. J'ai fait faire un test de porte soufflante, je suis allé un peu loin dans le détail parce que je suis un technicien et que j'adore ça. Mais à l'inverse, moi, sur mon bâtiment, quand il ne consomme quasiment rien, j'ai raisonné en apport et déperdition. Et donc j'ai raisonné comme un paysan, j'ai dit, je ne vais pas mettre du photovoltaïque pour gommer une consommation catastrophique, je vais mettre du photovoltaïque pour autoconsommer au maximum. Et résultat, sur ce bâtiment, au lieu de mettre 150 kW crête de panneaux solaires sur mes 1300 m² d'emprise au sol, ben, j'ai mis que 20 kW crête, donc en gros j'ai payé à peu près 20 000 euros d'installation photovoltaïque et pas 150 000 euros, parce que justement je consommais peu. Et donc, du coup, le prix au mètre carré, il n'est pas de 2000, mais quand je retranche le photovoltaïque que je n'ai pas payé, bah, il est peut-être à 1850 ou 1900. Vous parliez tout à l'heure de confort d'été, c'est vous, monsieur? Bah, quand on rentre dans notre bâtiment, je dis souvent, vous savez, j'ai une vieille blague, alors mes deux collègues ils vont dire encore la même blague qui nous ressort, mais elle est terriblement intéressante. Quand les gens rentrent dans notre bâtiment l'été en disant il fait frais, parce que du coup, ça fait du confort d'été, et je leur réponds non, il ne fait pas chaud. C'est quoi le rapport? C'est un rapport de sobriété, de consommation, de confort. Notre bâtiment, nous, il est en isolation par l'extérieur en fibre de bois pour du déphasage.
Et n'en déplaise au dogmatisme écologique que je ne combats ni pour ni contre, je suis très ouvert d'esprit sur ces questions-là, je suis un technicien. À l'intérieur, on a gardé la structure béton pour une question d'inertie. Donc déphasage, biosourcé, inertie, béton. Il ne faut pas opposer les genres. Moi, je réponds techniquement. Vous comprenez? Et comme ce bâtiment il est en voile béton intérieur, et bah, du coup, en termes d'étanchéité à l'air, c'est parfait. Comme on a travaillé nos menuiseries, bah, la ventilation qui fonctionne, double flux, bah, elle est ultra efficace. Et comme elle est ultra efficace, la nuit, au lieu de produire du chaud, enfin du frais la journée et accessoirement de réchauffer l'extérieur, hein, parce que quand je fais du froid à l'intérieur, je fais du chaud à l'extérieur, je ne vous apprends pas la thermodynamie. Bah, nous, comme on ne fait pas rentrer le chaud parce que le bâtiment il est très étanche, le moindre chaleur qu'on fait rentrer dans le bâtiment, on l'extrait le soir avec la ventilation double flux. Mais comme on a consommé en journée, qu'on n'a pas consommé d'énergie, qu'on a même mis maintenant une petite batterie, ce qu'on va consommer le soir avec la ventilation double flux pour décharger les calories, c'est de l'autoconsommation qu'on aura conservée en journée, du surplus d'énergie qu'on n'aura pas consommé. Et vous voyez, cette sobriété, elle est à tous les étages. On a des locataires dans ce bâtiment, ce siège social. Quand je reçois mes locataires, je leur dis BSO. C'est quoi un BSO? Viens. Je les emmène sur la terrasse au sud et je leur dis, chez nous, à partir d'avril, quand il fait beau, les BSO, on les baisse. Pourquoi? Pour ne pas faire rentrer la chaleur. Usage. Alors évidemment, il faut un emmerdeur de service, c'est moi. Quelqu'un qui aime bien aussi la sobriété, c'est moi. Mais je peux vous jurer une chose qui est assez passionnante, c'est que ça parle aux gens. Et il y a même une forme de fierté à accompagner la sobriété. Donc voilà un peu le retour que je pourrais te donner. Après, si vous voulez, merci. Je me mettrai tout seul dans la pièce pour parler de ma GTB, je suis habitué. Non, on sent l'enthousiasme. C'est des vrais sujets passionnants en tout cas. Oui. Et je me retourne du coup, merci, vers l'ingénierie, ce sujet passionnant. Pour toi, Jean-Lionel, qu'est-ce qui permettrait de lever un peu plus justement l'action du côté des propriétaires ou des locataires? Alors d'abord, en complément, il y a énormément de cas simples qui fonctionnent très bien. Mais comme je l'évoquais tout à l'heure, la plupart des opérations qui sont assujetties au décret tertiaire atteignent les seuils, mais elles ne l'ont pas fait dans l'état d'esprit du décret tertiaire, mais simplement par gestion du patrimoine. Et heureusement que c'est l'immense majorité. Mais s'il n'y avait pas cette petite minorité, on ne serait pas là pour faire une table ronde. Ce serait quand même très dommage. La question de que faudrait-il faire pour aller chercher et actionner davantage ce décret tertiaire. Alors moi, je n'ai pas de baguette magique. Mais ce qu'a évoqué Florian, c'est avant tout du pragmatisme. Et en fait, Florian, quand tu as fait ton bâtiment, tu ne l'as pas fait avec une question de décret tertiaire, une fois de plus. C'est la notion de sobriété, c'est la notion de comprendre que toute l'énergie que j'utilise pas, eh ben, c'est elle qui polluera pas. J'ai une petite anecdote que j'avais suivi quelqu'un qui intervenait au tout début du décret tertiaire dans ce cadre-là et qui présente tout le sujet. Et puis on arrive évidemment au moment des questions-réponses. Et puis il y a un industriel qui était dans la salle et qui explique, alors je ne sais plus quel était son métier, mais c'était une grosse structure industrielle qui faisait 40-50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on lui explique que s'il ne fait rien, il aura 7500 € d'amende. Il a souri, il a dit, mais moi, sur 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas mon sujet, les 7500. Parce que les 7500 € d'amende. Parce que finalement, si je fais quelque chose, ça va me mobiliser sur ma production. Je vais devoir investir sans doute plus que, et quid de mon temps de retour sur investissement, etc., etc. Et la réponse de la personne qui intervenait était de dire oui, vous avez raison, c'est vrai que les amendes ne sont pas très dissuasives. Mais la question, c'était pas l'amende, c'est qu'on était, je me souviens de l'époque, on était le 14 janvier et il faisait 18 degrés dehors. La question, elle est là en fait. Et peut-être que pour faire comprendre le décret tertiaire, il faut davantage aller appuyer là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, c'est quand on est au mois de janvier qui fait 18 degrés dehors, c'est pas normal. Quand on est au mois d'avril qui fait un temps du mois de juillet, on est content. Hein,
Mais c'est quand même pas normal qu'on soit très clair. On est tous d'accord là-dessus, sinon on serait pas là. C'est pas normal, mais en même temps, ça fait moins de consommation de chauffage. Ouais, Donc ça permet de répondre aux décrets tertiaires. Oui, mais je vous laisse finir, je vous laisse conclure. On va mettre la clim quand. Oui. Donc, en fait, le sujet, donc vraiment, cette notion de comprendre l'intérêt du décret tertiaire, j'ai dit tout à l'heure, c'est un outil. C'est pas une fin en soi. Le décret tertiaire est un outil. C'est un outil qui déploie une méthode d'ingénierie, analyse, conception, dimensionnement, exactement ce que tu as fait, mise en œuvre, et ensuite un suivi. C'est typiquement la démarche que l'on utilise en ingénierie. Merci. Je reviens vers la collectivité. Du coup, Sébastien, tu es face à un sujet complexe. Tu nous disais, qu'est-ce qui te permettrait d'avancer? Est-ce que tu as fait appel au réseau EET? Est-ce que tu as identifié quel était le relais de l'éco, aidez-moi, éco-énergie tertiaire? Non, on n'a pas. Donc c'est peut-être une première démarche. C'est d'aller le questionner. Démarche. Après, c'est vrai qu'on a essayé de... C'est un petit peu tout le côté complexe. Quand on est propriétaire occupant, on a un intérêt évident en fait à ces économies d'énergie. On a la main sur les usages. On peut beaucoup plus facilement en fait planifier nos investissements. Quand on est propriétaire bailleur, c'est un peu plus complexe. Aujourd'hui, typiquement, la partie usage, c'est un sujet qui mérite d'être développé. Il y a quand même eu une rénovation énergétique en 2023. Le bâtiment avait 20 ans, avec une grosse installation photovoltaïque, alors qui n'est pas en autoconsommation, mais voilà, qui a quand même le mérite d'être là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous dérange un peu dans tout ça, c'est que ce qui a guidé la rénovation, c'est clairement pas le décret tertiaire. Et aujourd'hui, poser des objectifs, c'est bien si on est capable en fait d'identifier une référence avec une possibilité d'action qui s'inscrit dans le temps. Et c'est vrai que les valeurs absolues, comme tu le disais, on les a pour 2030, mais on les a pas pour après. Et c'est vrai qu'on peine à avoir des réponses par rapport à ça. On a même été travailler avec Enedis aussi pour essayer de retrouver les valeurs par rapport à nos compteurs Linky, mais en fait on les retrouve pas sur les années 2010-2019. Et de même, on se demande aujourd'hui si ce serait pas intéressant en fait plutôt que d'avoir 7 points de livraison, d'en avoir qu'un seul et de garder un peu la main là-dessus. Mais après, voilà, on a du mal à identifier quelles sont nos marges de manœuvre par rapport à ça. Merci. Tomasito, même question. Quel levier, selon toi? On a beaucoup parlé d'usage, justement. Tu as identifié, toi, un client avec lequel vous avez réussi à jouer sur 20% de la consommation rien qu'en usage. Qu'est-ce que tu aimerais passer comme message par rapport à cette thématique? Pour les leviers, alors je n'ai pas les solutions, bien sûr, mais en tout cas, je pense qu'il y a certainement des pénalités à mettre pour ceux qui sont loin du résultat. Forcément, puisqu'on a parlé d'amende, mais aujourd'hui dans le collectif, je ne suis pas sûr que les gens aient conscience d'une amende et de quel montant. Et dans ces leviers-là, je pense qu'il ne faudrait pas oublier les bons élèves, puisque s'ils ont déjà fait quelque chose, c'est parce qu'ils en avaient l'envie, la motivation, et ce n'est pas parce qu'ils ont atteint le quota qu'il ne faut pas les encourager à aller plus loin. Par exemple, les CAM aujourd'hui, de leur propre initiative, nous on ne les a pas encouragés là-dessus, ils en sont à essayer de réorganiser les plannings, puisque chaque professeur a l'habitude de fréquenter une certaine classe. Et donc pour ne pas chauffer une classe pour 2 heures, une demi-journée, ils en sont à réfléchir à réorganiser le planning pour qu'une classe soit occupée du matin au soir, quitte à ce qu'une autre ne le soit plus du tout et soit en réduit sur le chauffage pendant cette période-là. Je vois par exemple dans mes bureaux, on a mis des planchers plafonds sur les consignes de température. On ne peut pas chauffer au-delà de 22. Alors, sur un collectif comme le nôtre, ça paraît beaucoup, puisque la réglementation est à 19. Et la clim, on ne peut pas rafraîchir plus bas que 25. On estime qu'en dessous de 25, ouvrir les fenêtres, ça marche très bien. Le plus dur, c'était de mettre ces planchers plafonds. On l'a fait à l'occasion du changement de bâtiment, c'était une bonne excuse. Mais aujourd'hui, vous avez toujours une personne qui va vous dire dans le bureau de mon collègue, il fait un peu plus chaud, il fait un peu plus froid, moi je voudrais ci, je voudrais là. Et surtout, il faut pas céder.
le plus dur a été fait. Donc ça, on le compense par des actions de maintenance, travailler sur la puissance de ventilation, travailler sur l'équilibrage de bouches de soufflage, mais surtout pas en allant agrandir ces plafonds qu'on a mis. Donc il faut encourager les plus petits gestes qui concernent plus grand-chose, mais pour ceux qui ont été le plus moteur, ce serait dommage de ne pas les accompagner sur la suite. Très bien, merci pour le message. Il est passé, il sera retransmis aussi en ligne sur notre site Éco-Construction. Je vais être obligé de clore un peu les débats, même si on aurait pas mal de questions. On va revenir sur un échange avec la salle également, mais je propose à Jean d'intervenir tout de suite sur la partie les dispositifs d'accompagnement et du coup de nous rejoindre et comme ça on pourra faire une salle de questions tous ensemble. Merci déjà. Mais restez là, ne bougez pas. Ils ont encore envie de vous entendre. Ça marche, ça marche. Oui, du coup, moi, je suis là pour vous parler d'un nouveau dispositif d'accompagnement dont normalement vous n'avez pas entendu parler. Il s'adresse aux TPE et PME, depuis peu aux ETI également. Ça s'appelle Mon parcours d'économie d'énergie. C'est un dispositif national qui s'adresse aux tertiaires, aux entreprises du tertiaire et de l'industrie. C'est un service d'accompagnement qui se décompose de 3 missions. Une partie de mobilisation, donc ça c'est exactement l'exemple. Donc c'est créer des événements pour parler de sujets réglementaires, techniques. Une mission d'information, donc là le but c'est d'accompagner les porteurs de projets, mais également les accompagnants, ou BE, ou AMO, ou maîtres d'œuvre. Donc je sais qu'il y en a pas mal dans l'assistance. Le but, c'est de répondre à vos questions. Donc vous avez eu un réseau dédié au décret tertiaire, mais il n'y a pas que cette réglementation. Il y a le décret BAX, on ne l'a pas cité, c'est je suis premier à le citer. Mais voilà, c'est aussi un gros sujet, cette réglementation à venir et en cours. Et la dernière mission, c'est une mission d'accompagnement. Là, le but, c'est que nous, associations, on accompagne les entreprises, alors essentiellement les petites entreprises qui ne peuvent pas faire appel à de trop gros BUD, de trop gros bureaux d'études, dans la compréhension déjà de ce qu'il aurait dû, ce qu'ils doivent faire, de comment ils peuvent prendre en main les choses. Notre but, c'est de ne pas remplacer un bureau d'études. J'ai travaillé en bureau d'études. Mon but, c'est pas de remplacer le bureau d'études. Je ne veux plus le faire. Par contre, c'est de comprendre ce qu'ils doivent faire si... souvent, on annonce de mauvaises nouvelles. On dit, voilà, vous respectez le décret tertiaire. Les 100 000 € de budget, non, ça ne sera pas ça. Voilà, je vous le dis très tôt. Bon, vous pouvez reprendre un petit peu vos calculs et tout ça, mais je vous annonce la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'arrive aussi quand même avec des petits gâteaux, c'est qu'il y a certains dispositifs d'aide pour les entreprises, mais aussi pour les collectivités. On l'a cité tout à l'heure, les certificats d'économie d'énergie et les coups de pouce. Là aussi, ça change tout le temps. Mais des fois, c'est en bon. Là aussi, avoir une certaine veille technique et financière, pour le coup, sur quels dispositifs fonctionnent en ce moment, quels sont ceux qui sont intéressants, qui permettent du coup de couvrir, dans certains cas, la moitié des coûts des investissements. Les dispositifs aussi financiers. On n'est pas obligé de tout investir en propre. On a des financements... des dispositifs de financement qui peuvent aider certaines entreprises. Et du coup, ça coupe parce que je voulais faire une conclusion, mais du coup, je m'arrête là. Oui, je voulais quand même remercier aussi, tant que j'ai la parole, la communauté de communes qui nous accueille aujourd'hui, qui a permis de nous mettre en relation avec Lofoten. Voilà. Merci Jean. Merci Jean. Merci Jean. Oui, j'ai un peu retourné la fin pour que tu sois avec nous, pour que si jamais justement tu aies pu présenter ça avant de passer aux questions-réponses avec la salle, un échange si vous souhaitez questionner nos acteurs du terrain ou la porte d'entrée de l'accompagnement vers la rénovation du tertiaire que vous propose aussi la LTE 69. Est-ce que vous avez une question à soumettre?
où vous voulez le plus rapidement possible passer, ou une réaction. Faites une question. Merci. Merci pour tous ces témoignages intéressants. On a beaucoup parlé d'usage, on a un petit peu parlé de travaux, on a très peu parlé d'actions liées à l'exploitation, liées à la maintenance des équipements notamment. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous intervenez aussi, et comment ça se passe concrètement pour impliquer l'exploitant qui n'est pas forcément la même personne que le propriétaire, ni que l'occupant, etc. Qui veut commencer? L'exploitant? Bonne question. En termes de maintenance pure, on ne peut rien faire de miraculeux, on est force de proposition. Après, effectivement, sans maintenance, on va avoir une dégradation des rendements. Et j'ai envie de dire que est-ce que le client doit nous inciter à le faire? Non, c'est notre métier, c'est à nous d'être proactifs. J'aurais un élément complémentaire. Nous, ce qu'on accompagne sur l'exploitation essentiellement des collectivités, et on bat pour qu'elles suivent véritablement l'exploitation de leurs bâtiments, qu'elles aient un contrat de maintenance, qu'elles fassent des réunions annuelles avec le mainteneur pour faire des bilans sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Voilà. Donc, oui, l'exploitation est quand même une phase critique. Alors, un petit complément également de réponse. On va y aller tous de notre petit complément. Alors, je l'ai évoqué dans la démarche de l'ingénierie. J'ai bien parlé que le dernier point, c'est le suivi, la mesure, le suivi. Donc, on est bien sur le suivi de la performance. Et de ce point-là, il y a des missions qui existent très clairement pour le côté ingénierie et maîtrise d'œuvre. C'est toutes ces missions de commissionnement, où on accompagne les donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage, les propriétaires, et donc leurs exploitants, sur la prise en main de leur installation, et ensuite sur le respect des objectifs ou l'atteinte des objectifs, et puis éventuellement les actions correctives quand celles-ci doivent être menées parce que ça peut arriver. Donc c'est loin d'être le parent pauvre de la démarche. C'est même un des points essentiels, en tout cas, de la démarche dans l'ingénierie, de ce qu'on développe, tout à fait. Une question de nouveau de Éric Bouvard. Alors, ma question est plus au niveau des représentants de l'État, et plus particulièrement sur l'évolution du décret tertiaire. Est-ce que vous connaissez les grandes lignes d'évolution de ce décret? Et je vais rebondir sur ce qu'a dit monsieur par rapport à l'ingénierie et au travail d'études. Aujourd'hui, le décret tertiaire, il est essentiellement basé sur des consommations des dernières années. Donc finalement, sur un constat et des résultats, et les moyens viennent après. Or, on a pu le voir dans les échanges, la notion de consommation est quand même relativement fluctuante et pas si évidente que ça à modéliser, voire même peut prêter à discussion. Alors que la notion de moyens, c'est-à-dire peut être calculée de façon précise au niveau d'un bâtiment. Et quand on sait qu'aujourd'hui on connaît les objectifs à 2030, mais on ne les connaît pas à 2050, mais quand on va engager une rénovation lourde d'un bâtiment sans avoir finalement les objectifs et de se dire j'ai engagé 15 ans d'investissement et puis il me manque 5 ou 10% pour arriver au bon résultat, je trouve qu'au niveau de l'approche, il y a finalement un raisonnement qui est un peu décalé par rapport à l'objectif final. Donc, est-ce que ce décret va évoluer? Quelles sont les marges potentielles d'évolution? Est-ce que vous avez des éléments de réponse par rapport à ça? Merci pour la question. Non, on n'a pas de boule de cristal pour les évolutions. On ne sait pas trop, juste peut-être quelques éléments. Ces objectifs qui sont fixés, déjà, vous avez vu, ça a mis un petit peu de temps déjà à définir pour 2030, parce que c'est depuis 2021 ou 2022 le premier arrêté valeur absolue.
Il y a eu des évolutions entre-temps, le dernier c'est 2025, parce que ça c'est issu d'un travail partenarial entre les services de l'État, mais également les représentants des différentes branches d'activité. Donc il y a notamment beaucoup de discussions, avec, et certaines des discussions un peu plus âpres que d'autres avec certaines branches. Donc pour faire ces seuils-là, ça se base en fait sur les consommations des bâtiments les plus performants aujourd'hui. Le fait que c'est susceptible de changer pour 2040 et 2050, c'est pour prendre en compte les évolutions techniques et technologiques ou même d'usage qu'il peut y avoir dans l'avenir. C'est pour ça qu'on a gardé cette évolution-là possible, pour dire on peut atteindre ces ambitions-là. Donc voilà, ça nous donne un cap là, qui est jusqu'à 2030, mais on peut imaginer que 2040 et 2050, ce sera encore des objectifs un petit peu plus difficiles à atteindre, mais voilà, qui s'appuieront sur d'autres moyens. Voilà. Après, on n'a pas vraiment de. Et puis un dernier point, c'est qu'on a aussi une réglementation donc nationale, mais également européenne aussi. Et donc là, notamment sur les bâtiments publics, collectivités, État, et même pas que les bâtiments, de consommation des fluides, on a des réglementations qui vont faire baisser ce seuil de 1000 m² à 250 m². Donc en fait, voilà, l'idée, c'est vraiment bien d'essayer, et grâce aux bons exemples qu'on peut avoir, du coup, d'atteindre les meilleures performances en fait, en fonction de l'état actuel des connaissances. Et quand on engage quelque chose, on essaie d'aller le plus loin possible. Et donc il y a différentes aides qui existent, différents accompagnements pour le privé, pour le public, et des aides pour le privé, pour le public aussi. Mais en tout cas, pas de boule de cristal sur l'avenir plus que ça. Donc ce qu'on retient quand même, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'on ne se posera plus la question de si on est assujetti ou non. À 250 m², on va être un paquet à être assujetti. Alors là, c'est que les bâtiments des collectivités. Il y a encore toute une transposition dans la réglementation nationale. Mais oui, et puis le décret tertiaire, moi, quand je suis arrivé dessus, on nous a dit oui, le seuil peut changer. Bon, c'est toujours pas le cas. On nous dit toujours rien par rapport à ça. Mais oui, c'est sûr que ça peut en faire partie. Et oui, et un des moyens aussi d'atteindre, donc j'entends en effet le décret tertiaire, on a discuté justement des représentants de branches et notamment de commerce. Ils nous disaient que finalement, la performance de leur bâtiment, ça rentrait dans un tout aussi, dans une logique de performance produit. Ils ont aussi un coût carbone du produit qui est très important. Donc la création du produit, mais aussi son transport. Enfin, du coup, finalement, ça rentre dans un tout. Et on en a bien conscience sur ce décret tertiaire-là. Et donc, en fait, c'est vraiment, on va fixer aussi un cap, des objectifs qui sont atteignables. Et on parlait tout à l'heure que les objectifs, c'est pas le décret tertiaire du coup qui a donné les objectifs 40% d'économie d'énergie, mais c'est plutôt les travaux qui ont été faits ou alors les changements d'usage qui ont permis d'atteindre cela. Il faut aussi voir que d'un autre côté, et notamment côté collectivité avec des accompagnateurs, des économes de flux, ça peut faire partie aussi des scénarios, des ambitions qui sont fixées d'atteindre les seuils pour 2050 notamment. Donc en fait, l'un va avec l'autre et c'est aussi un peu le sens de ce dispositif. Moi, je voulais juste ajouter sur la philosophie, parce que je vous ai entendu beaucoup dire que ce n'est pas le décret tertiaire qui vous anime et qui vous fait rénover, etc. Mais oui, le décret tertiaire, c'est un outil, mais c'est un outil pour l'intérêt général. Donc en fait, l'idée, c'est aussi de sensibiliser à travers cette réglementation. Parce que vous êtes animé par le gain financier, ça, ok, c'est le fonctionnement d'une entreprise. Mais je pense que beaucoup de monde n'est pas encore sensibilisé aux problèmes de consommation, de gaspillage et de pollution. Donc en fait, c'est aussi important pour ça. Merci pour ces vous avez raison, précisions. Mais dans l'exemple que je vous ai donné, c'est bien ce que je disais. C'est-à-dire que j'évoquais le fait que le sujet, c'était pas les 7 500 € l'argent, c'était qu'il faisait 18 degrés un 14 janvier. C'est ça le sujet. Oui, mais tout à fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous êtes sensibilisé, vous dites que c'est important pour vous la sobriété. Je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde, ni même de beaucoup de monde, en fait. J'espère de moins en moins. Et très honnêtement, il y a un point, au-delà de parler de boule de cristal, de savoir ce qui va se passer. Aujourd'hui, il y a un baril de pétrole à quasiment 100 $. Donc, c'est paradoxalement, et au risque d'être provoque, c'est une opportunité extraordinaire. Parce que le moindre investissement d'économie d'énergie, le temps de retour sur investissement, il est réduit. Et donc c'est finalement la démonstration qu'il est urgent d'agir, mais urgent d'agir cette semaine, quoi. Parce que c'est là où
on investit le mieux. Et là, je ne parle pas que d'argent. Merci, je vais être obligé de clore officiellement ces débats qui pourraient justement nous entraîner bien plus loin. Mais Jean, je te redonne la parole. Tu voulais un petit mot de conclusion. Un, deux. Ça marche. Du coup, merci aux intervenants et intervenantes qui sont intervenus. Merci à Lofoten pour nous avoir accueillis. Merci aux partenaires du réseau 5 à 7. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Merci à la CCVL, du coup, la communauté de communes du Valais du Lyonnais. Ouh là là. J'ai pas bu, hein. J'ai pas bu encore. D'avoir permis à cet événement de se tenir. Et j'oublie quelque chose. Merci à Fred d'avoir animé la table ronde. Toi, je te l'avais écrit. Dernière diapo, c'est celle qui vous rappelle que tout ça a été enregistré. Je remercie Newspack, qui est donc notre prestataire son, audio, vidéo, micro, sur le site écoconstruction-rhône.fr, comme les 51 autres, enfin bien plus, éditions qui sont en ligne. Et on vous propose de nous retrouver avant l'été, au mois de juin. Le combien du mois de juin? Le 11 juin, prochaine édition des 5 à 7 sur la rénovation du patrimoine. Tu veux nous en dire un mot, Claire? Non. Frein à la réno et comment les lever sur le patrimoine ancien. Et le dernier mot, c'est juste de vous inviter à poursuivre les échanges autour du buffet, parce que nous aussi, on vient avec des gâteaux. Merci à vous, merci à tous. Bonne soirée.